Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. La fin de la grève des acteurs, la suite de Captain Marvel, l'adaptation non officielle des jeux Hitman, le box-office de la semaine et les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Moi c'est Ista et je suis avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Excité d'enregistrer. Bon ben, un peu à la zeub cet enregistrement à cause de moi, mais sinon ouais, content. On a eu pas mal de news. C'est la fin de la grève. Voilà, on est content. Ouais, on est content. On va voir. Ça va s'accélérer sûrement dans les prochaines semaines, donc on va avoir des choses à dire, je pense, dans les prochaines émissions. Et oui, Hollywood nous donne du travail. Exactement. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec l'actu, puis on continuera avec nos critiques, puis la chronique box-office, et on finira avec les sorties de la semaine prochaine. On vous rappelle qu'il y a les timecodes si vous voulez aller aux rubriques que vous voulez, ou à un film qu'on critique, voilà, si ça vous intéresse, et que vous voulez pas tout écouter, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. C'est ça, et bah c'est ça, et puis on va commencer avec les actualités directement. Fin de la grève, alléluia, enfin. Enfin, ça a mis du temps, mais ça a mis moins de temps que celle des scénaristes. Parce que ça mais ça a pris du temps quand même. Hein. Ça a pris du temps quand même. Ouais. Ça a mis un gros coup quand même au studio, et bah ils ont finalement eu ce qu'ils voulaient, les acteurs comme les scénaristes ont eu ce qu'ils voulaient, donc comme quoi les grèves marchent des fois. Ça marche. Oui, ça fonctionne. Exactement. Et donc ils ont eu un nouveau deal, un nouveau contrat de 3 ans, parce que je crois que c'est tous les 3 ans que les contrats sont... Oui, c'est toujours 3 ans, ouais. Et bah ils ont plus ou moins obtenu tout ce qu'ils avaient annoncé, donc un bonus de participation sur les streamings, en fait, sur les films qui sortent sur les plateformes. Ils ont eu un minimum entre guillemets salarial augmenté. Ils ont eu une meilleure des résidus, des residuals, on appelle ça en anglais, pour leur retraite, pour leur healthcare, je sais pas comment on peut dire ça. Le système de santé. Le système de santé américain, donc tout ça a augmenté. La paye a été augmentée pour les background actors, donc c'est les acteurs qui sont c'est pas des têtes d'affiche, ni les acteurs secondaires, donc... c'est les figurants, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est plutôt les figurants. Et voilà, il y a eu un contrat apparemment aussi qui protège diverses communautés. Et la plus grande victoire, ça qui faisait, je pense, le truc que les studios avaient du mal à lâcher, c'était concernant l'intelligence artificielle. Là, ils ont pu avoir une protection contre les intelligences artificielles qui arrivent de plus en plus. Donc, ils pourront pas, sans l'accord des acteurs, les scanner et les remettre dans plein de films et rien les payer, quoi. Ce qui est la moindre des choses, mais bon, ils ont du mal, ça a du mal à rentrer dans les oreilles des studios. Ouais, ils ont mis du temps avant de lâcher ça. Ils auraient pu lâcher directement, parce qu'au final, ils ont fait attendre, ils ont perdu de l'argent pour rien. Enfin, après, moi, je vais pas les plaindre, hein. mais du coup, on est content quand même, ça. Ah bah oui, on est très content. Là, on va avoir des annonces de casting. On attend que ça pour les prochains blockbusters. Là, moi, je pense en premier à Superman Legacy et les 4 Fantastiques qui sont très attendus au niveau des castings. Donc, j'ai hâte que ça reprenne vraiment. Ouais, là, tout va s'accélérer, tout va reprendre, entre guillemets, reprendre. Je pense l'année 2024, comme vous allez voir plus tard, on va vous parler des nouveaux calendriers qui sont sortis. Il y aura beaucoup moins de sorties de gros studios parce que, à cause des grèves et à cause en partie à cause de ça. Mais ça compte revenir fort en 2025, je crois. Oui, par contre, 2025, ça va être assez violent. Hein. Ouais, ça va être très, très violent. Ouais. Et voilà, hein, là, on a pas mal de productions, du coup, qui vont reprendre. Ista, je te laisse en parler. Oui, donc en fait, on a là dans ceux qui vont reprendre directement leur tournage qui avait bien commencé déjà. Hein. Donc il y a Deadpool 3, Gladiator 2, Beetlejuice 2, Juror 2 qui est le nouveau film de Clint Eastwood et Venom 3. Ouais, donc il y avait des tournages dans certains, par exemple Deadpool 3 qui était shooté à moitié. C'est reprendre. Ça. Beetlejuice 2, il reste 2 jours de tournage, j'avais vu.
C'est ça, voilà. Gladiator 2, je sais pas s'il avait commencé, je crois pas qu'il Si. avait commencé. Si, il avait j'ai déjà eu des commencé. photos, moi. Ok, Ouais. ok. Bah oui, puisque c'est ceux qui redémarrent, Venom 3 aussi, il avait commencé. Ouais. Donc voilà, et là, il y a des nouveaux projets qui vont rentrer en chantier très rapidement, là. Je crois que les studios, là, ils ont été en mode, on va rappeler les acteurs, les scénaristes, tout ça. on va les faire travailler. Et sinon, bah, là, principalement, nos news, ça va être, des nouveaux shows, des nouveaux films annoncés, et surtout des dates, en tout cas, qui ont été calées ou décalées. Ouais. Et je te laisse commencer par une série que tu aimes bien, que je n'ai jamais vue. Oui, donc on s'en doutait un peu. Je crois que j'en avais même déjà parlé, mais c'était pas officiel. The Bear a été renouvelé pour une saison 3, donc officiellement, il retourne, sera de retour direct en 2024. On a eu la saison 2 cette année, et saison 3 arrive déjà l'année prochaine, donc c'est cool. Ouais, bah oui, c'est cool. Donc, apparemment, c'est un bon show, et donc je pense que tous les fans seront contents. Ouais. Ensuite, on a un film qui a été annoncé. Alors, un film que je m'attendais qu'il soit annoncé, mais alors pas comme ça. C'est le film Legend of Zelda, qui va être un live action, qui va être une production Sony, du coup. Merci, Sony, les grandes productions, évidemment. Chaque fois cinématographique qui nous régale. Et qui va être réalisé par Wes Ball. Donc Wes Ball, celui qui ferait le prochain La Planète des Singes, là, où il y a le nouveau trailer qui est sorti. J'ai toujours pas fini la trilogie, j'ai toujours pas vu le dernier. Ah ouais? Ouais, non, j'ai pas fini. Ouais, j'aime bien, mais j'ai pas vu le dernier. Et c'est celui qui a fait les 3 labyrinthes, qui sont oubliables au possible. Ouais. Et donc voilà, on a des scénaristes qui sont attitrés, donc Derek Connolly, qui a écrit, alors là, Détective Pikachu, donc une adaptation aussi de jeux vidéo, et alors, tenez-vous bien, Jurassic World, le film le mieux écrit des années 2010. C'est terrifiant, n'est-ce pas, Istra? Oui, le combo, il fait peur, en tout cas, clairement. Parce que moi, j'étais chaud pour un film Zelda, mais bon, déjà plus en animation. Ce qui est très bizarre, ce choix, vu que le carton qu'ils ont fait avec Mario, parce que ça montrait que l'animation ça fonctionne, quoi, que tu peux faire le milliard avec l'animation, et non, donc je trouve ça étrange. Ouais, surtout que voilà, ils avaient un chemin tout tracé d'adaptation de jeux vidéo chez Nintendo fait en animation. Tu vois, ils auraient pu suivre le move après avec toutes leurs licences. Surtout que Zelda c'est leur licence numéro 2. Moi, je vais dire numéro 2, mais il y a Pokémon qui est mais Pokémon c'est un peu à part pour le coup. Mais je veux dire, là c'est vraiment Legend of Zelda, c'est censé être dans leur top 3 de leur licence, tu vois, genre leur truc. Tu te dis, en plus le monde de Zelda, tu te dis mais à aucun moment tu le fais en live action, quoi. Franchement. Genre, moi, que ce soit les monstres, les environnements, même les chara-design et tout, ça me va pas du tout. Je trouve, un live action, ça va être horrible. Moi, je prédis que ça va être pas très beau, quoi. Surtout que, je sais pas. Ah, moi, je pense que, mais t'as vu les monstres de Zelda? Non, franchement. Franchement, les monstres de Zelda. C'était blob la motion capture, tu vois, tu peux faire des trucs. Non, mais franchement, déjà, vu l'état des effets spéciaux actuels, mais même avec des bons effets spéciaux, je pense que la DA, elle suivra pas. Parce que, pour moi, c'est vraiment un truc, Zelda, c'est vraiment une DA qui est vraiment fait pour l'animation, quoi. Ouais. Mais même les monstres, ils sont faits d'une manière, genre, il y a des espèces de blobs chelous, quoi. Et même les gorons, on va faire des gorons en live action, quoi. Franchement, cette annonce, elle m'a détruit, quoi, parce qu'ils avaient tout pour faire un film d'animation Zelda. Tout est tracé pour ça. Tout le monde voulait ça. Et tu t'annonces un live action avec Wes Ball, quoi. Super. Là, je suis hypé, quoi. C'est vraiment, je suis énervé. Voilà, je suis énervé. Ouais, c'est pas très encourageant, mais bon, peut-être ce sera une bonne surprise. Moi, je suis positif. Voilà. Mais comment tu es positif? Il y a Wes Ball. Mais encore même. Mais c'est pas le pire Wes Ball, c'est plutôt Aviarad, moi, le problème. Mais bon. Tout est nul. Scénariste, réalisateur, producteur, tout va pas. Y a rien qui va. Je veux dire, là, et en plus, moi, je suis pas un fan du Mario qui sont sortis cette année. Je trouve ça un peu une fraude, hein. Mais pour le coup, voilà, au moins, ils l'ont fait en animation. Genre, ils ont pas fait la même erreur qu'à l'époque de faire un live action Mario, là. Horrible, quoi. Là, je sens la catastrophe. J'attends de voir les acteurs qui vont prendre. Parce que. Ouais, c'est surtout ça, par contre. Ça va être terrible. Est-ce qu'ils vont faire parler Link? Ça fait être très très drôle. Franchement, je pense que ça va être américanisé à la mort. Bon, après, il y a Nintendo qui est dessus. Mais je crois qu'il y a des mangas où Link qui parle, des mangas officiels, tu sais. Ouais, mais on n'entend pas parler, donc peut-être que c'est une bonne raison. Moi, Link, il parle j'ai vu dans 2 trucs parler. Dans une série d'animation où le mec c'est un harceleur sexuel, qui est horrible, et dans les jeux de la CD Philips, là, où il dit Ganon, voilà, et c'est tout. Franchement, et t'as pas envie de le voir parler, donc. Bon, voilà, je me suis assez énervé, ça s'annonce pas prometteur, mais bon.
Non, ça fait peur. Par contre, on est d'accord, ça fait peur. Ouais. Donc ensuite, on a eu une news comme quoi il va y avoir un animé, John Wick, qui serait en préparation. Donc voilà, John Wick va avoir. On avait fait le spin-off Continental, bah là il y a une série animée qui arrive. Ouais, je sais pas, est-ce qu'ils vont faire peut-être la cuisine John Wick aussi, parce que là ils sont en train de faire un univers étendu, genre ça s'arrête plus quoi. C'est clair. Et d'ailleurs ils veulent faire le prochain, le 5, hein, donc, oui. Ils sont déjà en train de l'écrire, donc bon là ils sont pas prêts de lâcher le steak, et puis ça cartonne. Même de Continental apparemment c'est pas un si gros flop que ça, donc à voir quoi. Mais on avait vu il y a quelques semaines que les chiffres, bon après c'est. Oui, c'était pas dégueu, ouais, c'était pas dégueu. Je crois que c'est sur Peacock, je crois, donc c'est pas non plus le truc le plus connu, mais ça avait bien marché quand même, donc à voir. Et puis après John Wick en anime, écoute, ça dépend du studio, mais ça peut être sympa en vrai. Oui, ça peut être sympa, ouais. Et pour le 5, je sais pas, vu la fin du 4, c'est bizarre, mais bon. Oui. Après, il y a déjà le spin-off aussi qui est censé sortir l'année prochaine. Ballerina, ouais, c'est vrai, ça fait un moment, on n'a pas de nouvelles. Le tournage était fini, hein, je crois. Ok. Le tournage a été bouclé, hein, à la reconnaissance, donc voilà, avec Anna de Armas, donc j'irai voir parce qu'il y a Anna de Armas, mais le réalisateur, il me semble que c'est celui qui a fait le remake de Total Recall, là. Il est... Ouf. Ouais. Ça fait peur un peu. Ouais. Je suis pas hypé. Moi non plus. Et en restant dans l'animation, alors c'est pas une news, en fait, c'est un employé qui a mis ça sur son CV, sur LinkedIn. Et il y a Internet qui l'a vu et puis il l'a supprimé direct après. Donc voilà, il y aurait un Shrek 5 qui serait en préparation et qui devrait sortir en 2025. Ouais, bah pas étonnant, hein, vu la fin du Chapeauté 2, qui disait le retour de Shrek. Et puis vu le succès du film, qui méritait, hein, parce que le film est super, bah voilà, là ils vont repartir sur un Shrek 5. Moi, Shrek, je trouve c'est un peu surcoté, Shrek. je sais pas, il y a une grosse fanbase et tout, alors que le premier et le deuxième, je les trouve sympathiques, genre franchement sympathiques, tu vois, je les aime bien. Mais après, bon voilà, c'est pas non plus... Enfin, de toute façon, tous les trucs DreamWorks que j'ai vus, je me tape pas la tête contre les murs non plus. Ouais. En plus, Shrek 3 et 4, c'était l'horreur, donc... Ouais, Shrek 3 et 4, c'est surtout ça, mon problème. Hein. Shrek 2, moi, j'aime beaucoup, je pense que c'est mon préféré. Ouais. Mais, ouais, Shrek... les derniers Shrek, je les ai même pas vus. J'ai vu le 3, j'avais pas aimé, j'ai pas vu le 4. Donc... Mais le 3, c'est le pire, je pense. Franchement, ouais. Il est horrible, le 3. Et puis après, on verra s'ils reprennent l'animation de... type Spider-Verse qu'ils avaient pris pour le chapeau de... Je pense que clairement ils vont prendre ça, quoi, mais ouais, ce serait osé quand même, hein, pour des Shrek, mais peut-être, je sais pas. Bah après ils l'ont fait pour le chapeauté, donc l'univers, ça a bien marché dans leur univers, donc je pense qu'ils ont aucune raison de lâcher ça vu le succès du ce truc-là. Hein. Ouais. Et puis voilà, s'ils retournent à un Shrek classique, moi ça va être chiant vite fait, quoi. Ouais, moi aussi, mais je sais pas. J'aimerais bien que ce soit comme le chapeauté, mais je suis pas sûr que ce soit le cas, quoi. On verra. Bah après, c'est la nouvelle mode, hein, donc. Oui, donc c'est possible. Ensuite, alors, on avait appris il y a pas longtemps que Greta Gerwig allait faire un film sur les Chroniques de Narnia. Je crois que c'est sur le premier livre qu'elle adapte, donc qu'on a déjà eu au cinéma, hein, chez Disney. Et là, alors, il me semble. Ouais. Coup, je te coupe, que le premier livre n'était pas adapté dans les choses. Ah ouais. J'avais vu. C'est pas le loup, le lion et la sorcière là. C'est pas ça? Alors, il me semble pas que ce soit le tome 1. J'avais regardé, mais en fait, c'est pas le tome 1, c'est qu'en fait, il me semble que c'est genre à partir du tome 2 qui commence à avoir des personnages récurrents, en fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont adapté directement le 2. Ok. Peut-être je dis n'importe quoi, mais je suis quasiment sûr de ça. Mais il me semble que c'est celui-là aussi qu'elle va faire là. Ok. La sorcière, le lion et je sais plus quoi là. Et le placard là. L'armoire magique, je crois. C'est un truc comme ça. Et donc on a appris que le film va être tourné, il va commencer à être tourné en 2024, donc l'année prochaine. Donc c'est son prochain projet, quoi. Après Barbie, c'est Narnia sur Netflix. Ouais. Bah écoute, j'aime bien en vrai Narnia. Enfin moi c'est un truc de mon enfance un peu, tu vois. Le premier Narnia. Après, je suis sûr que c'est pas fou. Je crois que même les acteurs, ils étaient pas très bons et tout. Mais je sais pas, j'ai un petit truc pour Narnia, la musique et tout. J'aime plutôt bien. Puis il y a un lion qui parle, donc voilà, c'est sympa. Mais après, ça a l'air d'être, tu sais, comme tous ces trucs post-Harry Potter de teenage adaptés. Oui, clairement. Voilà, qu'on reparlera sûrement la semaine prochaine, d'ailleurs. Mais avec Hunger Games. Mais ouais, bah après Greta Gerwig, moi
ça va. Je suis pas fan, mais j'aime plutôt bien ce qu'elle a fait, voilà. Sur Barbie, surtout sur les filles du Dr March que j'aime beaucoup. Et voilà, on verra ce qu'elle va donner. Après, c'est une production Netflix, donc je me méfie. Voilà. Pareil. Mais bon, faut voir quoi. Ouais, je me méfie aussi, mais je suis curieux quand même. Voilà, c'est de l'heroic fantasy et tout, donc c'est toujours cool à voir, quoi. Il y a des bestioles, je suis content. Voilà. Oui, c'est vrai que là, il y en a plein en plus. Ouais. Ensuite, toujours chez Netflix, on a l'adaptation en live de l'animé Avatar, le dernier maître de l'air, qui est une date définitive, du coup le 22 février. Moi, j'aime même beaucoup la série animée que je regardais quand j'étais petit. Elle était vachement cool, vachement fun. On a une adaptation en film live de Shyamalan, donc Shyamalan, le réalisateur de Sixième Sens, de Incassable, voilà, de Le Village, qui avait fait un film horrible. Oui, je le dis. Un film horrible sur Avatar. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui, je crois que personne. Enfin, je suis sûr que tu peux trouver des gens qui défendent ce film. Mais ouais, qui était pas très bon, qui était rushé comme pas possible. Là, on a une série et on a vu les premières images et moi, je suis pas très convaincu par les premières images. Ouais. Moi, je sais pas ce qu'on pensait. J'ai pas vraiment. Je connais pas, donc. Mais en fait, les persos, ils me font peur. Hein. Tu vois, les acteurs et tout qu'ils ont pris, je sais pas si ça va vraiment coller. Ouais. Après, ils sont pas obligés de coller à ce que je connais. Mais non, mais moi, ça va être comme One Piece, je pense. Hein. Ça collait pas de ouf. Wow. Ça allait, quoi, mais tu vois. Après, One Piece, je trouve qu'il y avait un vrai enfin, ils essaient vraiment d'émuler l'anime de base. Là, je crois pas. Hein. Je crois vraiment pas. Okay. Après, je crois que les visuels sont respectés. Après, il y a l'air d'avoir du budget, mais après, il faut voir dans comment ça se passe pendant le truc. Mais moi, les images, pour l'instant, je dirais pas sceptique. Voilà, je suis sceptique, disons. Moi, à voir, on verra. Donc, ça sort le 22 février. C'est ça. Et donc sur Netflix, on a eu aussi une autre annonce, c'est que on savait qu'elle allait arriver, mais on a eu la date pour la saison 2 d'Arcane. Elle arrivera donc l'année prochaine, en novembre 2024. Ouais, on l'attendait l'annonce de quand ça allait sortir, parce que ça fait 1 an et demi qu'elle est sortie. Ouais, ça fait plus d'un an. Hein. Ouais. Au moins qu'elle est sortie, donc voilà. Et là, je suis pas sceptique, que je l'attends. Là, je sais que. Oui, pareil. Je suis chaud. Saison 1 a été c'est très bien, ouais. Très très bien. Moi, je suis un ancien joueur de LoL. Ok, pas joué. Je suis sorti de cette merde depuis longtemps. Et ouais, non, pour le coup, ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable. Et puis, enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Tout le monde aime bien, quoi. Mais, bah oui. Mais ce qu'ils ont fait avec le lore et tout, quoi. C'est l'inverse d'Avatar, quoi. C'est le truc où tout le monde aime. Ouais, voilà. Je suis impatient de retrouver Jinx, Vi, tout ça. Après, je crois qu'ils voulaient peut-être aussi explorer d'autres. Parce que en fait là, pour ceux qui savent pas, la saison 1 d'Arcane, donc c'est adapté du jeu vidéo League of Legends, c'est pas une adaptation de toute façon, mais je veux dire, ça prend le lore et les personnages, mais il y en a très peu. Genre dans LoL, il y a genre presque 200 persos, tu vois. Ouais. Et là, ils ont pris, il y en a 10, tu vois. Donc on est dans une seule ville entre guillemets, dans Doubleville. Il y a un lore très très vaste. Il y a plein d'endroits et je crois qu'ils voulaient explorer pas mal de trucs et peut-être qu'un jour on verra d'autres endroits, quoi, de cet univers. Et ça peut être vachement fun, hein, parce qu'il y a vraiment des trucs que ça peut être. Voilà, je vais pas m'avancer, mais ça peut être fou en animation, quoi. Ah, bien sûr, oui. Mais il me semble que le teaser qu'on a eu, on voit Jinx, non? C'est ça, ouais. Bah, de toute façon, ça va être la suite de la saison 1 qu'on avait eue. Hein. Ouais. Après, elle va peut-être aller dans un autre endroit où là, tu auras d'autres persos, etc. Parce qu'il y aura surtout sur des nouveaux persos, quoi. Mais ouais. Oui, c'est possible. Bah, de toute façon, voilà, je vais pas spoiler parce que voilà, mais il y a des persos qui sont dans le jeu, donc techniquement et qui viennent de ces villes-là, donc tu sais très bien qu'ils vont forcément venir à un moment donné. Ouais. Voilà. Et donc on verra comment ils vont adapter ça et ça peut être vachement bien, quoi. Et on en parlera sûrement dans 1 an. Si on est... Ouais. Et j'espère qu'ils vont faire comme, tu sais, ils avaient fait 3 épisodes par semaine pendant 3 semaines. C'est ça, ouais. Ça, c'était cool, ça. C'était pas mal, je trouve, ouais. Ça permettait de pas tout avoir d'un coup et ça permet de faire un peu. Moi, je préfère quand ça fait vivre un peu la série sur la durée, quoi. Sur 1 mois et tout, c'est cool, quoi. Ouais, mais en même temps, un épisode, ça aurait été peut-être un peu frustrant, je pense, tu vois. Oui. Là, on avait 3. Même ça, je crois qu'il me souvient qu'il y avait 3 arcs à peu près distincts. Ouais, c'est ça. À chaque fois. Oui, parce que c'est quand. Ouais. Le premier arc, c'est quand les Jinx a l'air enfant. C'est ça, et après, voilà, ça passe à autre chose et c'était fun. Ensuite, on a eu des petites news sur Superman Legacy. Donc, il va commencer son tournage en mars.
Et aussi, James Gunn, il a confirmé hier, sur Instagram, et sur tous ses réseaux sociaux, même, que le film, il est toujours prévu pour le 11 juillet 2025. Ouais, c'est ça. On attend des annonces de casting, on attend quelque chose, quoi. Ah oui, on veut à manger, là, s'il vous plaît, monsieur. On veut à manger. Parce que Ista, là, il attend son Superman. Moi aussi, en vrai, je l'attends. J'attends son Superman. On a juste une affiche, sur quand sortait le film. Mais du coup, il a pas bougé la date donc ça veut dire, je pense que les plans pour le futur DCU ont pas vraiment changé, pour le coup, je pense. Non, pas du tout. Et il disait dans son post que ils ont bien posé la pré-production et tout pendant les grèves avec les équipes créatives, tout ça, quoi, celles qui font les costumes, ce genre de choses. C'est ça, ouais. Donc il n'y a pas de basculement du côté d'ici, je pense. Non, mais il y avait déjà ils avaient déjà un basculement. Oui, ils étaient déjà en trêve, de toute façon. Ils étaient déjà en fin de cycle, de toute façon. Donc. Et du côté du concurrent principal, du côté de chez Disney, donc du coup Disney Plus a révélé des chiffres. C'est de leur quatrième trimestre de l'année, donc ils ont totalisé 150 millions d'abonnements, donc ils ont gagné 4 millions d'abonnés pour le quatrième trimestre. Et du coup, l'activité de streaming de Disney avait perdu a perdu en tout cas cette année 387 millions de dollars. Et c'est une amélioration de 74%, parce que l'année dernière, ils avaient perdu, il y a un an tout pile, 1,4 milliard de dollars au quatrième trimestre de 2022. Donc il y a eu une amélioration, donc ils ont gagné plus d'abonnés, plus d'argent techniquement, parce que même si c'est toujours à perte que Disney Plus se fait, et qu'on le rappelle, ils ont perdu des abonnés au début de l'année. Ils étaient dans une petite crise au début de l'année, Disney Plus, mais leur stratégie, il me semble, qu'ils ont utilisé la stratégie Netflix avec des nouveaux abonnements, d'augmenter leurs abonnements. Oui, ils ont augmenté les prix, ils ont fait l'offre avec pub. Je sais plus, 5-6 euros, je sais plus. Et il y a aussi l'histoire des mots de passe. Donc ils font tout ce que fait Netflix et ça marche, ça a l'air de fonctionner. Hein. Bah ouais, c'est ça leur technique, la technique Netflix. J'avais dit à l'époque, j'avais pas de podcast à l'époque, mais je sentais que cette stratégie elle allait marcher, et non seulement elle a marché, mais elle s'est diffusée, et tous les sites de streaming font la même chose. Amazon Prime, ils ont augmenté aussi leur prix. Bon, ils ont pas encore fait le truc des mots de passe, mais voilà, quoi. On est dans une stratégie hyper chiante, mais hyper bénéfique pour eux, quoi. Et la perte des 1,4 milliard de dollars, c'est ce qui avait fait virer Chapek aussi. Et ils avaient fait revenir Iger. En plus, je crois qu'il avait menti sur les chiffres, il avait pas donné les bons chiffres à la base et tout. Oui, lui c'était un fiasco, lui. Ouais. Parce qu'il me semble que Disney Plus, à son lancement, il voulait être rentable, genre dans les années qui suivaient, quoi. Ils étaient partis. Ah oui, bien sûr. Ils pensaient que ça allait se faire très vite, et bon, ça s'est pas fait très très vite. Et je pense qu'avec les résultats des séries qui étaient pas aussi bien, puis les films aussi après au début de l'année, je pense que ça a mis un petit coup à la tête de Disney, et là ils ont pris des mesures drastiques. Et voilà, c'est ça. Ils ont fait pareil chez HBO Max d'ailleurs. Hein. Mais, ouais. Oh là là, ça c'est une autre histoire. Et donc donc là en 2023, donc les dépenses pour le contenu, ils s'élevaient à 27 milliards de dollars, et ils vont descendre à 25 millions de dollars, donc 2 milliards en moins pour l'année prochaine. C'est ça, 25 milliards de dollars, ce qui reste énorme, mais une baisse de 2 milliards. Enfin, tu sais, tu te dis d'entre 27 et 25 il n'y a pas tant de différence, mais en vrai 2 milliards c'est quand même... C'est beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup de shows Netflix, beaucoup de shows Disney, tu vois, quand même. Ouais, c'est ça. Donc ils vont enfin limiter les dépenses inutiles, peut-être, parce que... de toute façon, ils étaient obligés d'élever les dépenses, parce qu'il y avait eu le Covid, puis avec la grève, je pense que ça n'a pas aidé aussi. Donc là, je pense qu'ils sont... Et en plus, ça vient d'une nouvelle stratégie qu'on avait déjà parlé, qui voulait faire des trucs un peu moins coûteux aussi, pour être sûr d'une certaine rentabilité, parce qu'ils étaient un peu trop à l'aise de dépenser les 300 millions, là, les 250 millions, et on va en parler encore tout à l'heure avec The Marvels. Et voilà, la nouvelle stratégie me semble cohérente avec ce que veut faire Disney. Et donc, Bob Iger, il a aussi déclaré que Disney se concentrerait sur sa marque principale et ses franchises dans ses studios de cinéma, tout en poursuivant leurs efforts autour de la création d'une propriété intellectuelle, originale, nouvelle et convaincante. Un peu comme The Creator, quoi. Ils vont faire sûrement des choses comme ça, je pense. Mais ils vont quand même se concentrer sur Star Wars, The Marvel, tout ça, quoi. Alors ça reste à voir, hein, parce que moi je ne croirais que ce que je verrais, surtout venant de producteurs, voilà. Mais, écoute,
Je ne sais pas. Pour l'instant, pour moi, c'est juste une phrse qu'il a balancée. Ne vous inquiétez pas, oui, on a des trucs. On veut des faits concrets, on veut des annonces, monsieur Iger. Donc on verra. Mais après, oui, on espère que de toute façon, ils ont des nouvelles créations originales, quoi, à Disney, parce que c'est pas arrivé depuis tellement d'années. Donc, Voici The Creator, je vais citer. oui, mais The Creator, c'était pas, il me semble pas que c'était Disney à la base. Ah oui, c'est la Fox. Oui, c'est pas un projet qu'eux, ils ont amorcé. Ouais, c'est possible, ouais. De toute façon, je crois même, t'aurais dit The Creator à ma Disney ou il y a 3 ans, je pense que tu te prenais la porte quand même. Je pense qu'il te disait non. Oui. Bah après, Iger, il a vraiment fait ce truc-là parce qu'ils avaient eu, à l'époque, ils avaient essayé avec John Carter ou Lone Ranger. Et en fait, ils sont partis sur la franchisation, quoi, des contenus avec Marvel, Star Wars et tout. Bon, il y en a certains ça a réussi, d'autres ça a moins réussi, mais voilà. Ils ont l'air de. Après, quand tu regardes le planning l'année prochaine, c'est quand même que des suites et c'est que des suites, je crois. Après, il dit qu'ils vont prendre une nouvelle direction, donc c'est à partir de maintenant, techniquement. Ouais. Donc le temps qu'ils préparent les projets et qu'ils tournent et tout, ça prendra. On verra ça en 2026. Bon, ouais. 2025, je dirais quand même. Parce que, mais oui. Ah, t'es optimiste. Moi, je pense que 2025, ils vont surtout sortir tous leurs gros trucs qu'ils pouvaient pas sortir. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Disney aussi envisage d'octroyer sous licence plus de contenu à Netflix, mais pas des marques principales comme Marvel, Star Wars et Pixar. Donc ça, Marvel, Star Wars et Pixar, ça restera genre sur Disney+, quoi. Mais par contre, les autres programmes qu'ils vont produire, ils pourraient les vendre à Netflix, quoi. Oui, je crois que parce que du coup, ça leur permettrait d'avoir un catalogue moins rempli. Je crois que tu payes moins de taxes, du coup. Ouais. Ça dépend de ton catalogue, quoi. Et je pense que pour des shows plus mineurs ou des trucs comme ça, ils pourront fournir à Netflix, parce que Netflix, ils prennent tout, t'as l'impression. Ils prennent tout et n'importe quoi que tu leur donnes pour alimenter leur catalogue. Et voilà, ça leur permettrait de gagner de l'argent différemment et de pas trop payer de taxes. Donc voilà, c'est une stratégie comme une autre. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais. Il y a Max qui va faire pareil aussi. Par exemple avec Batman The Caped Crusader qu'ils ont vendu à Prime, qui était censé être une série HBO Max. Et ouais. On sent les mecs qui sont en galère. Ouais, ils sont une plateforme de streaming, mais bon, ils la vendent quand même, quoi. Ouais, ils ont tous lancé leur plateforme en pensant que ça allait être le nouvel Eldorado, et puis non, ça a bien marché au début, puis ils ont du mal à faire rester les gens dessus, en fait. Donc en parlant de licences comme Star Wars, on a juste une petite confirmation de Kevin Feige qui a été interviewé lors de la première pour The Marvels. Donc on a appris que son film Star Wars, il était censé produire un film Star Wars, ça avait été annoncé en 2019, et ce film-là, il a été tout simplement annulé, donc Kevin Feige ne fera pas de film Star Wars. Ouais, pas surprenant, vu les derniers, on avait parlé des annonces Star Wars au tout début du podcast, il me semble. Ouais. On n'avait pas de news de toute façon de Kevin Feige, donc là-dessus. Non, sur les 3 films, il n'y a rien de Kevin Feige, ouais. Donc c'est logique pour le coup. Ouais. Après, lui, je crois qu'il était rappelé d'urgence au MCU. Ouais, d'après ce qu'il disait. Je pense pas qu'il ait le temps de gérer ça, quoi. Que moi, j'ai lu des trucs où ça disait que en fait, il avait peut-être un peu trop délégué là dans le MCU, c'est pour ça c'est le bordel et qu'il revient un peu mettre de l'ordre, mais je sais pas si c'est vrai, mais c'est possible. C'est fort probable, même, d'ailleurs. Mais vu comment ça s'éparpillait au niveau des séries et trucs, il y avait un manque, c'est ce qui était critiqué dans la phase 4, c'est qu'il y avait un manque de liant, fil conducteur, quoi. Ouais. Entre guillemets, et que voilà, quoi. On verra. Ça c'est voué à changer, je pense, dans les années à venir. Ouais, je pense aussi. Et du coup, là, on a eu pas mal d'annonces, du coup, de chez Disney, chez Marvel, de shows qui sont, on a des infos sur quand ils vont sortir et on a beaucoup de films Marvel, on finira avec ça, qui ont été décalés. Et là, on a quelque chose à dire. Mais d'ailleurs, on a la série Alien de Noah Hawley. Je ne sais pas dire son nom de famille, encore une fois, c'est un problème des noms de famille avec moi, qui devrait donc sortir au début d'année 2025, donc dans un peu plus d'1 an. Donc elle avait été annoncée, je sais pas si elle avait été annoncée en même temps que le film de Fede Alvarez, mais je me souviens que quand ils avaient acquis 20th Century Fox, c'était une des questions, on se disait putain ouais comment va finir Alien de Ridley il s'est fait recaler et après il y a le film de Fede Alvarez et là il y a cette série Alien qui devrait sortir en 2025, donc moi une série Alien pourquoi pas, écoute, moi j'aime bien Alien, donc je prends.
Ouais, moi aussi, les deux, je vais les regarder. Hein. Moi, je prends les deux, le film et la série. Il y a pas de souci. Hein. Je suis même plutôt chaud que ce soit pas Ridley, quoi, qu'il le fasse, parce que j'ai pas trop aimé en tout cas, son dernier film, encore Prometheus, je le trouve sympa, mais Covenant, moi, c'est pas possible, quoi. Donc, bon, je suis curieux. En plus, c'est le créateur, il me semble, de Fargo, la série Fargo, que moi, j'aime bien, donc, que je trouve très cool. Et donc, ouais, je suis curieux. Je me dis que ça peut être quali. C'est ça, ouais. Je crois que c'était pour Hulu, hein, à la base, hein, il me semble. Ouais. Bon, de toute façon, c'est Disney maintenant. Et il me semble que ça doit se passer sur Terre. C'était ça, les premiers échos qu'on avait sur la série. Alors là, j'ai eu un flashback du Vietnam sur Alien vs Predator Requiem. Non, mais... ouais, là, espérons que ce soit un peu mieux éclairé pour ceux qui se souviennent du film. Parce que ça se passait sur Terre, c'est pour ça. Oui, bon, on voit rien, nous, sur Terre. C'est ça. On est aveugle. Ensuite, on a une annonce d'un film Disney d'animation. Alors là, c'est un préquel qui n'est pas du coup une adaptation d'un ancien Disney, parce que c'est un préquel original. Je sais pas si ça existe, un préquel original. Je crois que c'est la première fois que ouais. Mais un préquel original, puisque c'est le préquel du Roi Lion qui sort, qui s'appelle Mufasa de Lion King, donc il va parler de Mufasa, le père de Simba, qui est fait par Barry Jenkins, et qui devrait sortir, enfin qui a été décalé du coup au 20 décembre 2024, donc le film de Noël de l'année prochaine. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu es épais? Eh bien, Barry Jenkins, je viens de voir, il a fait Moonlight, quand même. Mais ouais. Écoute, est-ce que je suis hypé? Non. Mais par contre, je pense que ça va cartonner, parce que en film de Noël, ça, c'est le truc parfait, quoi. Un film lié au Roi Lion, pour les gamins et tout. Ouais, ça peut... le premier, le carton qu'il a fait... Ouais, moi je trouve le terrain, enfin l'adaptation live, mais qui n'est pas une adaptation live, vu que c'est encore en animation. L'adaptation, la nouvelle adaptation, elle était nulle à chier, hein, parce que c'est la même, mais en moins bien. C'est le même film en moins bien. Bah voilà, c'est même film, mais avec moins d'idées, moins de mise en scène, moins d'ampleur, et surtout des animaux qui n'ont pas d'expression au visage, donc c'est dur de s'attacher à eux. Mais là, bon, je pense que ça va être la même chose. Et bon, Barry Jenkins, Barry Jenkins, il a fait Moonlight, mais je crois qu'il a fait un autre film là. Il fait un Bale Strip Cool Talk, ou je sais pas quoi, je l'ai pas vu. Mais c'est un mec qui a pas fait grand chose au final, hein, depuis Moonlight. Je crois qu'il a fait un film, après il est parti faire des séries. Et je pense que de toute façon, sa marge de manœuvre sur ce film sera pas incroyable, hein, je pense. Hein, mais bon. Oui, ça c'est clairement. Je pense qu'il fait ça pour rentrer dans le système, mais je pense pas qu'il fait ça par. Après, peut-être il me prouvera qu'on a tort, mais bon. Pour l'instant, je suis pas hypé du tout. J'ai eu un autre flashback du Vietnam sur Lion, le Roi Lion de 2019, où il chante, tu sais, sous les étoiles là. La Mambrée sous les étoiles. Ouais, voilà, Mambrée sous les étoiles, mais c'est en plein jour. Oui. Il y a plein de trucs. Ils ont massacré Soyez prête aussi de Scar là. Oui, ouais. Enfin bref, j'ai pas envie de parler de ça. Ça me déprime. Mais là, au moins, ce sera original, voilà. Ce sera original de faire un préquel sur le Roi Lion. Tu te rends compte à quel niveau on est? À quel niveau? C'est très grave. Peut-être ça qu'il disait à Iger, quand il disait on va faire production originale. Bah, si c'est des suites et des préquels, il le fait déjà. Hein, enfin bref. Ensuite, on a une confirmation de Disney sur une série qui est censée sortir dans un mois. Oh, ouais. Donc Zista. Oui, donc Disney a confirmé que la saison 2 de What If sortirait bien pour la saison des vacances de Noël, quoi, en gros. Donc oui, donc décembre. En gros, c'est décembre. Ce serait le mois prochain. Et on n'a toujours pas de trailer. On n'a pas d'image, on n'a pas de trailer. On n'a rien du tout. Moi, je me pose des questions, hein, parce que là, il confirme, donc ça veut dire que c'est bon. Là, dans un mois, oui, ça va sortir. Là. Ouais. Mais il serait peut-être temps de manifester sa présence, quelque chose. Peut-être qu'ils attendaient la sortie de Loki et de The Marvels avant de balancer ça, je sais pas. Ouais, mais quand même, il sort dans un mois, là. Voilà, quoi. Ouais, mais ils avaient fait pareil avec Werewolf by Night. Le trailer, il est sorti genre 3 semaines avant, je sais plus. Mais assez tard, quoi. Ouais, bon, après, je pense pour eux, c'est un truc mineur, hein, je pense. Oui, je pense aussi. Hein. Donc, écoute, on verra quand ça sortira. J'espère qu'ils vont sortir tout d'un coup, ou alors, c'est 3 par 3, parce que si on sort 1 par semaine... saison 1, c'était 1 par semaine, hein. Ouais, bon, moi, j'aime pas du tout parce que moi, j'avais vu la série, je l'avais vu après qu'elle soit sortie, donc j'avais pas eu à attendre quelque chose, tu vois. Après, 1 par semaine, c'est mieux pour le podcast.
C'est peut-être mieux pour le podcast, mais je suis pas sûr que ça fera plus de 5 minutes à chaque fois, parce que moi, What If, c'est vraiment un des trucs que j'ai moins de trucs à dire, je pense, dessus. Après, bon, on verra les épisodes, hein, ce truc, ils sont bien, mais... Ouais, bah oui, on attend de voir. Hein. Il y a une autre confirmation aussi, c'est que X-Men 97 arrive bien l'année prochaine. Que Kevin Feige il a dit qu'il a vu des épisodes et... C'est ça. Alors X-Men 97, c'est la suite de la série d'animation qui est sortie dans les années 90. Du coup, pour ceux qui ont connu, ils vont faire une genre de suite, en tout cas un truc dans le même style visuel que la série de l'époque. Et toi, tu l'aimes bien, je crois, la série. Ouais, je la trouve du cool. Puis ouais, je sais que les costumes et tout, les visuels des persos, moi c'est le premier contact avec les X-Men, c'est cette série-là. Donc ouais, moi je l'aime plutôt bien, cette série-là, et je suis en train de la mater là. Et je trouve qu'il y a des thèmes intéressants politiquement et tout, sur le racisme, sur la différence, la tolérance, tout ça. Les X-Men, quoi. Et c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien et je suis assez hâte de voir X-Men 97. Yes. Et ensuite, on a une annonce que je ne comprends pas, mais bon, tu tenais à en parler, donc je te... Non, en fait, Ryan Reynolds, voilà. La première annonce de casting qu'on a eu suite à la grève des acteurs, c'est Dogpool dans Deadpool 3. Donc, qui est un chien Deadpool. Non, mais en fait, moi, juste, je me demande... Parce que j'ai lu des comics où il y a Dogpool. En fait, moi, tu vois. Mais en fait, c'est dans des comics qui s'appellent Deadpool Corps. Et en fait, t'as 5 Deadpool. C'est une équipe de Deadpool. Donc, t'as Lady Deadpool, t'as Kid Deadpool, t'as Dogpool et t'as une tête volante. et je me demandais s'ils allaient faire ça, en fait. Je me dis, est-ce qu'ils vont pas mettre le Deadpool Corps dans le film, tu vois, s'il y a le chien? Alors là, mec, je crois que c'est l'annonce la plus bizarre qu'on a fait dans ce podcast. Je sais pas quoi te dire. Je sais même pas ce que c'est, je comprends rien. Dogpool. Bah, d'accord, bah écoute, il y a Dogpool avec sa team de Deadpool. De Dogpool, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il y a Deadpool avec toute une team, voilà. Ils sont tous ils viennent tous d'un univers différent, tu sais. C'est ça, en fait. D'accord, bah, oui, bah voilà, ça serait dans le concept du multivers. Voilà, ça serait complètement. Deadpool, quoi. Mm. Bah écoute, je suis toujours pas hypé par Deadpool 3. Mais bon, la vraie info en tout cas sur Deadpool 3, c'est qu'il a été décalé. Qu'il a été décalé en juillet 2020, enfin le 26 juillet 2024 du coup, parce qu'il était prévu pour mai, ouais, il me semble. Donc il a été décalé un peu pour avoir le temps de le shooter, de finir et tout ça, ce qui est une bonne chose. Et bah il y a eu toute une restructuration du calendrier Marvel. Je te laisse énumérer tous les changements de calendrier, ça. Ouais, donc en fait, le truc, c'est qu'en fait, Deadpool 3 va être le seul film MCU de l'année prochaine. Donc ça, c'est assez fou. Mais donc parce qu'en fait, Captain America, qu'on pensait même qu'ils allaient peut-être l'avancer, on disait tous, ouais, il va peut-être le remettre à mai et tout. Il a été déplacé, reporté de pratiquement 1 an. Il devait sortir, bah justement, en fait, Deadpool a pris la date de Captain America, donc qui devait sortir le 26 juillet. Et en fait, Captain America, maintenant, il a été repoussé au 14 février 2025. C'est ça, pour la Saint-Valentin. Comme Madame Web l'année prochaine. C'est ça, et il y a eu d'autres... Enfin, en fait, tout a été décalé, hein, parce que le prochain film, du coup, c'est Thunderbolts, qui était prévu pour la fin d'année prochaine aussi, il me semble. Ouais, décembre, ouais. Bah, il sort le 25 juillet 2025, donc tout a été décalé, entre guillemets, de place. Et alors là, je sais que c'est un running gag, hein. Le film Blade, du coup, qui a été annoncé officiellement comme rated R, même si c'était un secret un peu de polichinelle, hein, vous savez un peu, voilà. Il a été du coup décalé. T'es pas sûr, hein. Non, mais ça se sentait. Il y avait tellement de rumeurs depuis un moment. Et même la dernière fois, je crois qu'on en avait parlé. Il a été décalé au 7 novembre 2025, du coup, avant que peut-être il change de date. Hein, qui sait? Ce serait fou. Mais du coup, oui, il y aurait du coup 3 films Marvel pour l'année 2025, comme habituellement il y a au MCU en général, c'est 3 films. Mais 2024, on se tape un seul film du MCU et un seul film d'ici, qui est même pas du DCU. Et ouais, c'est spécial. Ouais, l'année prochaine, c'est très spécial. Mais par contre, on se tape il y aura plus de films que ça en 2025 sur les MCU. Parce qu'il y a les 4 Fantastiques qui n'a pas bougé et qui est resté en mai. Ah, ok, oui, j'avais pas le truc. Donc oui, on va peut-être se taper 4 films, du coup. Et il y a une date de Sony qui est pour, je crois, juin 2025, un truc comme ça. Ah, c'est peut-être Spider-Man. Bah oui, c'est ça. Donc mais là, si on se tape 5 films du MCU, oh là là, l'enfer. L'enfer. Moi, je suis content, moi.
Mais bon, oui. Oh, tu rajoutes toutes les séries qui vont sortir. Je pense que là, il y a du contenu. Là, je crois que c'était Chapek qui voulait du contenu, qu'on ait du contenu, toujours du contenu. Bah là, l'année 2025, ce sera le contenu interminable. Tous les 2 mois, tous les mois, en fait, on aura un truc, une série, un film. La série, je sais pas, mais cinéma, oui. C'est ça. Et on a des infos plus précises sur Captain America 4, parce que il y a eu des annonces un peu spéciales sur le film. Alors attention, parce que c'est Jeff Snyder qui a sorti ça, donc c'est des rumeurs, tu vois, c'est pas officiel. Il nous a pas déçu, Jeff Snyder. Hein. Pour le rappel, Jeff Snyder, c'est un scooper, du coup qui donne des scoops sur les behind the scenes, entre guillemets, de ce qui se passe. Et du coup, il y aurait des rumeurs, en tout cas, qu'il y a des reshoots intensifs pour le film de Captain America, parce que il a fait des tests screening. Ce qu'on appelle des tests screening, c'est que le film est montré dans une version pas finie, évidemment, et qu'il est jugé en tant que est-ce qu'il est assez bon, est-ce qu'il a besoin d'être refait, est-ce qu'il a besoin d'être changé. Et apparemment, il a reçu beaucoup d'avis négatifs, et donc du coup que le film serait du coup reshooté pas mal entre janvier et mai. En tout cas que 3 séquences majeures soient reshootées. Ouais, des reshoots qui durent 5 mois. 5 mois, c'est ils font le film. Mais même plus que ça, parce qu'en fait, je suis en train après, pour un film Marvel, évidemment, 5 mois, ça paraît normal, mais il faut savoir qu'il y a des films qui sont shootés je sais pas c'est quoi la moyenne, mais 2 mois, en général, tu peux tourner un film classique. Ouais. 3 mois peut-être pour un film un peu plus gros, mais en général c'est à peu près ces eaux-là, quoi. Là on a 5 mois de reshoot, c'est insane. Hein. Le film il va coûter très cher. Je sais pas combien il va coûter, mais ça va être fou, quoi. Donc on verra comment ça se passe. Mais ce qu'il a dit, ce serait pas étonnant que ce soit ça, parce que un film qui est déjà tourné, il était censé avoir fini son tournage et qui fait des reshoots de 5 mois et qui est repoussé d'1 an. Après qu'il soit repoussé d'1 an, ça m'étonne pas, tu vois, pour le coup, parce que peut-être qu'il voulait mettre Deadpool avant et tout. Mais et de toute façon les reshoots, ça arrive à tous les films, hein, toutes les grosses productions hollywoodiennes ont des reshoots, mais de 5 mois, c'est en général c'est des reshoots, c'est pour quelques scènes, pour quelques trucs, mais là 5 mois, c'est insane, quoi. Je sais même pas si on a déjà vu ça, hein, mais il y a un truc un peu sur Strange 2 un peu, il y a eu des histoires comme ça sur Strange 2, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas oublier qu'aussi pendant le tournage, il a tourné pendant la grève des acteurs, le film aussi, pendant une bonne partie de son tournage. Des scénaristes, pardon, la grève des scénaristes. Et donc il y avait pas de scénariste sur le plateau et tout. Donc peut-être c'est pour ça aussi que ça donne pas un truc terrible à la fin, quoi. Ouais, mais il parle quand même de re-shooter 3 séquences majeures, donc il les connaissait les séquences, donc c'est que c'est pas une question de fluidité, parce que encore si c'était juste une question de scénario, le scénario est long, et après ils font des reshoots pour le rendre plus plus cohérent, tu vois, voilà. Mais là, il re-shoot des séquences entières des plus grosses séquences du film, c'est qu'il y a vraiment un problème avec ces séquences, quoi. En tout cas, si c'est avéré. Hein. Oui. Bon, voilà. En tout cas, on verra le film en 2025, et puis on aura sûrement un trailer fin d'année prochaine si les dates bougent pas, quoi. C'est ça. Et on a une dernière news, parce que on finit toujours en beauté. Voilà. C'est que le film Venom 3, alors lui sortirait bien l'année prochaine, oui, parce que tous les films Sony, on a 3 films Sony qui sortent l'année prochaine, enfin Sony Marvel entre guillemets, qui sortent l'année prochaine. On a Madame Web le 14 février, il me semble, prochain. C'est le prochain film de Marvel d'ailleurs qu'on a, hein, et c'est le prochain film de super-héros après Aquaman qui sort en fin d'année. Oui. On a Kraven qui sort l'été, il me semble, je sais plus quand, mais il sort... En août, il me semble. En août, ouais, c'est ça. Et on a Venom 3 qui est annoncé pour le 8 novembre 2024. Et oui, le Sonyverse Takeover, l'année prochaine, on va s'en bouffer. Et on l'attend pas. Voilà. Ah bah c'est leur année l'année prochaine. Voilà. Ils ont le terrain libre. Donc, c'est ça, ils vont remplacer... le MCU. J'y crois pas trop, mais... Moi non plus. Mais bon, on verra. Ça. On en parlera, on crachera dessus ensemble. Bon, bah voilà, c'est fini pour les actus de cette semaine. Ouais. Pas mal de dates. Oui, beaucoup de dates, hein, c'est beaucoup des dates, ouais. Et on va passer aux sorties de la semaine, et on va commencer par la sortie super-héroïque de la semaine. Le premier film de super-héros qu'on parle dans le podcast, il me semble, hein, Ista. Oui. Bah oui. Ouais. Et on va parler de deux Marvels. Oh my god, we're a team! Higher. Further. Faster.
Alors qu'elle enquête sur un trou de verre lié à l'Empire Kree, les pouvoirs de Monica Rambeau s'entremêlent avec ceux de Kamala Khan et de Carol Danvers. Le trio fait équipe pour déterminer pourquoi elles changent de place à chaque fois qu'elles utilisent leur pouvoir. Et oui, nouvelle entrée du MCU, de Marvel. Du coup, la suite de Captain Marvel, est-ce qu'on te donne un petit peu notre avis sur Captain Marvel, Ista? Captain Marvel, moi je le déteste pas, parce que je sais que bon, il y a beaucoup qui le trouvent, ce que je comprends, hein, qui l'aiment pas, qui est plat, le film il est assez plat dans la réalisation et tout, c'est vrai, mais je sais pas, j'ai un petit... Après c'est peut-être parce que c'est de la science-fiction dans l'espace et tout, moi j'aime beaucoup ça, donc le film, pour moi il passe, tu vois, et je le trouve sympa, voilà, mais pas ouf non plus, hein, mais sympa quoi. Ok, moi je m'en fous. Je m'en fous de Captain Marvel. Ouais, c'est un film hyper plat. Il avait fait le 1 milliard, je pense que c'était fou. Mais voilà, c'est un film, je trouve en fait, c'est un film moyen plat de chez Marvel, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que la suite, elle est un peu pareille. Mais pour moi. Je suis pas d'accord, mais ouais. Et pour moi, là, c'est, c'était, en plus, tu dis que c'est un truc d'SF et tout, mais moi, j'étais un peu déçu parce que c'était que sur Terre, quoi. Captain Marvel 1, c'était. C'est vrai que c'était un peu chiant, quoi. Et puis, enfin, les méchants pas fous, la super-héroïne, elle était cheatée, il y avait quasiment pas je me souviens même pas de l'histoire, vraiment, voilà, je pourrais même pas te faire une vraie review, mais voilà, c'était un sentiment de Captain Marvel assez plat. Et ben là, on se retrouve dans 2 Marvel, ce qui arrive, je sais pas combien d'années après, qui est... c'est 2019, Captain Marvel. 2019, donc ouais, ça fait 4 ans. Et il y a une question qui se pose avant même d'aborder le film, c'est que ce film est le plus connecté aux séries, et est-ce que pour toi, il faut voir les séries pour voir ce film, Ista? Moi je me dis que j'ai du mal à jauger ça parce que moi j'ai tout vu quoi, donc j'aimerais bien mettre une personne qui a rien vu, la mettre devant et me dire ça va, t'as compris? Parce que là moi je sais pas, enfin je suis pas sûr, parce qu'après ils font quand même, il y a des séquences qui genre des séquences flashback pour un peu résumer les persos quoi, mais je sais pas, enfin toi t'en penses quoi toi? Je sais pas trop moi aussi parce qu'en fait j'ai vu pas mal de trucs, mais par exemple tu vois Secret Invasion, techniquement faut le voir pour voir ce film, mais Secret Invasion c'est tellement pas évoqué et tout le monde s'en fout tellement qu'en fait voilà t'as pas besoin de voir ce truc là. Mais après bon, je pense quand même pour le personnage de Monica Rambeau, déjà que moi j'en parlerai plus tard, je le trouve plat si t'as pas vu WandaVision. je pense que le personnage c'est encore plus plat quoi. Et le personnage de Miss Marvel, en fait on comprend tout pour le coup. Là on comprend ce qui s'est passé. Mais par contre moi j'ai une petite frustration, c'est que Miss Marvel en fait j'aurais aimé voir sa série, tu vois. Parce qu'en fait c'est le personnage le plus attachant du truc et je sais pas, j'aurais peut-être aimé avoir vu son background et tout. Mais en vrai pour la compréhension globale du film t'as pas besoin. Oui c'est ça, pour l'histoire principale t'as pas besoin de voir le film. Les séries Captain Marvel. Peut-être juste Captain Marvel, je dirais, pour la relation entre Monica et Carol, quoi. Mais même sur le conflit avec les... Enfin, tout ça, tu vois. Oui. Comprendre, mais après, voilà, c'est la suite de Captain Marvel, logique, que tu regardes Captain Marvel avant. Du coup, tu veux que je commence ou tu veux commencer? Vas-y. Alors, moi, je trouve le film... Osef as fuck. Là, c'est un film Marvel. Sur ces derniers temps, on avait des films Marvel, soit que j'avais bien aimé, soit que j'avais trouvé pas bon. Vraiment pas bon. Là, je trouve pas bon, je trouve même un peu au-dessus de Quantumania, Thor 4, des trucs comme ça. Peut-être même Black Panther 2, que moi, franchement, même à chaque fois j'y repense. Black Panther 2, je trouve pas bon du tout. Je trouve qu'il a un bon concept, tu vois, le truc de changer de place, je le trouve hyper fun pour le coup, tu vois. Même si, ça reste très je trouve que c'est pas assez exploité, mais bon voilà, je vais commencer quand même par les choses que j'aime bien dans le film, parce que ça donne des chorégraphies sympathiques dans certains combats, surtout au début quand là ils se battent dans la maison de Kamala là, avec tous les trucs et tout, je trouve ça sympa. Il y a des moments assez drôles, assez sympathiques en fait. Il y a un moment où ils s'entraînent les 3 dans un vaisseau et du coup ils utilisent leur pouvoir, et je trouve que cette séquence c'est une des meilleures séquences du film parce qu'elle est fun et là on sent un vrai lien entre les personnages. T'as des moments un peu hors du temps, genre en fait le film part dans des délires à certains moments, que ce soit la scène de la comédie musicale là entre guillemets. Il y a aussi ce moment avec des chats, donc je vais pas spoiler, mais voilà, ce moment il m'a fait beaucoup rire, tu vois, c'était une bonne idée je trouve, et ça passait plutôt bien. En fait le film je le trouve plutôt bien quand il part dans son délire, mais c'est très timide quand même quoi. Le film
Après, le film, il va à l'essentiel, pour le coup. Là, tu vois, genre, Quantumania, ça me paraissait interminable. Là, le film, il fait 1h45. Au moins, ça va direct. Il n'y a pas de gras, quoi. Ouais. Mais c'est vrai, Quantumania, moi, c'était l'enfer, tu vois. Et le truc principal, l'atout principal de ce film, avec le concept, pour moi, c'est Kamala Khan, Miss Marvel. J'ai pas vu Miss Marvel, la série. Et du coup, bah, je la trouve super cool. L'actrice, elle est super drôle, super attachante. On sent qu'elle est vraiment investie dans ce truc, dans son rôle. Iman Vellani, je crois, ça s'appelle. Et voilà. De toute façon, c'est une grosse fan de Marvel. Elle, dans la vraie vie, ça se sent, là, pour le coup. Et elle a une super intro qui est comme, je crois, dans la série où là, Dans la série, ouais. BD, Il y a un peu ce genre-là, ouais. Qui est sympathique, qu'on retrouve ici. Et par contre, c'est à peu près tout, parce qu'après, là, de l'autre côté, je trouve que le film a quasiment tous les autres personnages, ils sont osef, voire nuls. Osef, genre Captain Marvel, que j'ai toujours pas d'empathie ou même enfin, je la déteste pas non plus, tu vois, mais je la trouve vraiment plate comme personnage, et Monica Rambeau, surtout dans le trio, je trouve inintéressante au possible. Je trouve qu'il y a une relation entre elle et Carol qui est vraiment superficielle, artificielle plutôt. Non, mais ça, c'est parce que t'as pas aimé le film de Captain Marvel, je pense. Non, mais en fait, c'est la même chose, quoi. Je trouve ça hyper plat, quoi. Même leur relation, je trouve que c'est même pas très développé, en vrai, ça, et de toute façon, je trouve que c'est pas très intéressant, je t'avoue. Je trouve qu'elle ne peut pas revenir. Voilà. Et au moins, sur Captain Marvel, ils ont réussi à ne plus la faire cheater, parce que c'était un peu relou dans Captain Marvel, c'est qu'en fait, il y avait pas tu la sentais jamais menacée ou en danger. Bon, là, dans ce film non plus, mais au moins, ils ont réussi à nerf un peu ses pouvoirs, par le fait que l'autre, elle absorbe tout, la méchante, elle absorbe des pouvoirs avec ses trucs, quoi. Donc, ça va, quoi. Et le pire du pire, je crois que c'est Nick Fury. Nick Fury, c'est le pire du pire de Marvel. Nick Fury, voilà, joué par Samuel L. Jackson, acteur incroyable du cinéma, sous-coté, que j'adore, un de mes acteurs favoris. Et ben là, c'est un comic relief qui fait des blagues tout le temps, j'ai envie de le baffer, quoi. Franchement, c'était insupportable de le voir comme ça. Et surtout que, en plus, tu passes juste après Secret Invasion, alors qu'il est sérieux de fou dans Secret Invasion, là. Et là, il est en mode, c'est grave ce qui se passe. Et là, tu vois, c'est très bizarre. Marvel, ouais, c'est très bizarre. Tu sais pas la direction qu'il prend son personnage, tu comprends rien. Enfin, c'est très bizarre. Et la méchante, malheureusement, la méchante est, Malekith Tier, quoi. Bon, ouais, j'abuse parce que un peu mieux, je dirais quand même. Un peu mieux, un peu moins nul, franchement. Ouais. Elle est vraiment osef au possible, quoi, ce méchant. Que ce soit dans l'interprétation, que ce soit son design, c'est même ses intentions. Bon voilà, ils ont réussi à le trouver des intentions, mais c'est tellement expédié, c'est tellement en surface que tu t'en fous, quoi. Et de toute façon, même tous les enjeux de ce film, tous les conflits, bah voilà, ils sont bazardés comme ça dans ta tête. En fait, c'est plat, quoi. Il y a pas le temps de développer les relations, pas le temps de développer les persos. La menace, je la sens jamais vraiment comme une vraie menace, quoi. Elle fait jamais vraiment peur, cette méchante, tu vois. Et à l'image du climax où tu sais, il y a un combat final entre les trois, avec les trois héroïnes contre cette méchante. J'ai oublié le nom de cette méchante. Désolé, mais peut-être tu t'en souviens. Toi, mais voilà. Et enfin, il se fait régler en 5 minutes, quoi. Et jamais j'ai senti qu'il y avait le poids de quelque chose, d'un conflit entre les personnages, et que le destin de l'univers était vraiment menacé, quoi. Et d'ailleurs, j'ai relevé, il y a encore des rayons dans le ciel. Depuis Avengers, il y a des rayons dans le ciel, encore une fois. Après, pour le coup, au moins, on voyage dans l'espace, comparé au premier, Captain Marvel. Sur plusieurs planètes, ouais. On va sur plusieurs planètes. Donc c'est pas trop mal, mais après voilà, il y a un manque d'ampleur dans la mise en scène. Les combats, ils sont pas très très fous, voilà. Il y a même des scènes, bon voilà, les VFX c'est pas les pires. Franchement, c'est pas les pires qu'on ait eu, hein. Mais c'est pas non plus incroyable. Il y a des moments où on voit les fonds verts, les doublures numériques, tu vois, on les voit clairement. Et pour un film à 270 millions, c'est pas tolérable, voilà. Il faut de créateurs, je le rappelle, 80 millions de dollars, c'est parfait les FX. Et après voilà, tout est un peu osef. La musique, je m'en souviens pas. Et après on parlera de la scène post-générique après quand t'auras dit ton avis. Mais ah oui, aussi à la scène de danse, c'est pas exploité. Voilà, mais en fait c'est à l'image de tout le film, c'est qu'il y a des fois il y a des petites idées, des petits trucs, mais c'est jamais assez exploité pour que ça me suffise, moi en tout cas. Voilà, c'est mon avis sur Captain Marvel. De Marvel, c'est pas bien, c'est pas le plus nul. C'est juste plat, et voilà. Ok. Alors moi j'ai vraiment bien aimé le film, voilà.
Je le dis, je l'assume. Bah, comme tu disais, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées dans le film, c'est pour ça que moi, déjà, je le trouve cool. Parce que, ouais, la 30 Kamala, le Switch, c'est cool, ça donne des combats sympas, ça donne pas mal de trucs assez chouettes. Et, ouais, la scène où, la planète où tout le monde chante et tout, moi, je la trouve sympa, elle m'a fait rigoler. Pour moi, la durée, c'est parfait. Parce que si ça aurait été trop long, ça m'aurait cringé. En vrai, je me dis, ça va, tu vois, Mais moi, ça, je trouve plutôt ça sympa. Moi, là où je te rejoins pas, moi, c'est Carol. Moi, je trouve qu'ils ont fait un effort sur le personnage de Carol. Ils ont quand même voulu la rendre... Je trouve qu'ils ont voulu la rendre plus humaine, qu'elle a plus d'émotions, que... Elle est pas unilatérale comme elle était dans le premier film. C'est pas juste une meuf qui fait la gueule et voilà, je la trouve... quand même plus attachante, moi, dans celui-là. Moi, Monica, je le trouve cool aussi. En fait, j'aime bien le trio de tête du film. Je le trouve plutôt cool. La méchante, ouais, je suis d'accord, elle est oubliable. Par contre, je trouve qu'elle apporte un thème intéressant par rapport au personnage de Carol. Sur le côté, elle détruit des planètes, quoi. Elle détruit des mondes, mais c'est pas exploité à fond, malheureusement. Et oui. J'ai un problème quand même avec le film. Bon, oui, Nick Fury, je suis d'accord avec toi. N'importe quoi, je sais pas ce qu'ils font. Mais j'ai quand même l'impression... En fait, je suis divisé parce que j'ai quand même l'impression que le film, il rush de ouf et que le film devait faire 2h20, 2h30 à la base. Ouais. Mais en même temps, ça lui donne un rythme aussi qui est sympa et qui fait qu'on s'ennuie jamais, quoi. Moi, je suis d'accord. Hein. Franchement, je suis d'accord. En fait, rien n'est développé, donc je pense que ça nécessite plus de temps. Mais en même temps, en fait, ces derniers temps, mais que ce soit Doctor Strange 2, de Marvel, qu'est-ce que je raconte, Doctor Strange 2, Black Panther 2. Strange, ça va, il fait que 2 heures. Hein. Il est pas long. Mais ouais, mais je veux dire, il y a un creux total au milieu du film, quoi. Je veux dire, il y a un gros trou. Où on se fait chier. Plus Wakanda Forever, moi, que j'ai senti. Hein. Wakanda Forever, c'était ça. Ant-Man, c'était la même chose. Et Thor 4, tu reparles même pas. Mais voilà, c'est tous les films, ils sont trop longs, quoi. Genre, ce qu'ils racontent. Et là, pour le coup, on a un film qui fait 1h45. Donc, oui, il y a des trucs qui sont pas développés, mais bon, en fait, c'est comme les derniers Marvel, je trouve, c'est pas assez développé. Mais en même temps, le calvaire, il dure moins longtemps. Enfin, en tout cas, ils font pas durer des trucs trop longtemps, quoi. Enfin, moi, Doctor Strange 2, quand ils arrivent sur la planète d'écolo New York, t'as une baisse de rythme qui est un truc de malade, quoi. Et tu t'attends pendant 30 minutes comme ça, enfin, bref. Ouais, je suis d'accord. Mais sinon, je suis quand même d'accord avec toi que Kamala, c'est celle qui se démarque du trio. Hein, même si moi, je trouve que le trio est chouette. Les trois actrices, j'ai quand même l'impression qu'elles sont contentes d'être ensemble, qu'elles s'amusent et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais oui, Kamala, c'est vraiment le personnage qui ressort. D'ailleurs, c'est le truc qui ressort de toutes les critiques. Hein, généralement, même ceux qui n'ont pas aimé, ils disent Kamala, elle est cool, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a des efforts de réal des fois. Moi, je trouve que des fois, la réal, la caméra, des fois, elle fait des trucs, elle bouge et tout. Et il y a un plan séquence aussi à un moment qui est pas trop dégueu, mais qui dure pas assez longtemps, je trouve. Mais c'est avec Kamala, avec l'écharpe, tu sais. Ah oui, ok, oui, c'est pas avec l'écharpe. Mais ça aussi, pour moi, c'est symptomatique. C'est pour le coup, c'est pas une mauvaise idée, tu vois. Mais moi, je me souvenais même plus. Enfin, c'est trop peu exploité. Ça dure vraiment 30 secondes, quoi. Et après, j'avais oublié, quoi. Je suis d'accord que j'étais un peu déçu quand ça a coupé. Je dis, ah non, vas-y, continuez, c'était cool. Mais Et d'ailleurs, c'est une écharpe. C'est avec quoi qu'elle se bat? Parce que moi, j'étais un peu dubitatif quand j'ai vu le truc. Bah là, elle se bat avec une écharpe, là, à ce moment-là. Okay, une écharpe magique qu'il lui a donnée avec son costume. Non, mais parce que j'avais cru qu'il y avait un autre truc, mais ça allait être trop bizarre, mais je vais pas le dire. Ok, d'accord, je sais pas de quoi tu parles. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Mais là, Kamala, c'est plus, tu sais, elle fait ces trucs violets, là, où elle grandit, etc. Mais ouais, elle a pas fait là, elle a une écharpe magique et ça donne un combat sympa, mais qui est pas assez long, quoi. Mais moi, j'ai quand même l'impression que Nia DaCosta, elle a tenté des trucs. Bon, après, moi, j'aimerais bien avoir une director's cut du film, tu vois. J'aimerais bien avoir une version de 2h30 pour. Oh, bordel. Les director's cut de retour. Ouais, moi, j'aimerais bien. Parce que je trouve que, en fait, parce que j'ai jamais eu cette impression-là, moi, sur les films MCU, j'ai jamais l'impression que c'était rushé. Et là, ça m'a donné vraiment une impression de film rushé, et c'était un peu dommage, quoi. Mais j'ai quand même plutôt apprécié le film, parce qu'en fait, j'aime bien, je trouve que les trois actrices, ça marche bien, quoi. Je pense que c'est surtout ça qui ressort pour moi. C'est le trio. Le trio de tête. Ok, bah écoute, on a un avis assez divergent pour ce premier film. Voilà, donc moi je trouve que c'est pas fou. Ista trouve que c'est bien.
faites-vous votre propre avis, j'imagine, si vous voulez voir le film. Et on va passer au film suivant, Ista, ou à moins que t'as peut-être quelque chose à rajouter. Bah juste moi je préfère The Marvel, ça Captain Marvel. Ok, bah peut-être moi aussi, hein, tu sais, en vrai. Là, je suis en train de réfléchir, mais après il faudrait que je revoie Captain Marvel, mais ça risque pas d'arriver. donc bon, c'est compliqué. Au moins on voyage, ouais, voilà, je vais dire ça. Au moins on voyage. Bon, bah on va partir vers d'autres contrées, hein, en parlant de voyage, puisqu'on va partir des salles et on va arriver chez nous en plateforme de streaming sur Netflix. Parce que le prochain film est un film de plateforme. C'est le film de David Fincher, The Killer. Hey. Après un désastre évité de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même dans une mission punitive à travers le monde qui n'a soi-disant rien de personnel. Le retour de David Fincher après Manque, il y a 3 ans sur Netflix. Donc David Fincher, le réalisateur de Alien 3, Fight Club, The Game, Seven, Zodiac, Panic Room, Benjamin Button, Gone Girl, enfin voilà, plein de films. Je pense qu'on a tous un film qu'on aime bien au moins de David Fincher. Je crois qu'il y a personne dans le monde qui dit non, j'aime pas David. Enfin, j'aime aucun film de David Fincher, je pense. Et c'est un film qui divise de fou. Je sais pas si t'as vu. J'ai vu chaque fois je vois des avis ou des trucs. Ouais. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Et nous on va parce que nous on sait pas du coup l'avis de chacun puisqu'on n'a pas parlé du tout. Et écoute, est-ce que tu veux commencer? Alors moi je disais c'est dans l'intro qu'on allait parler d'une adaptation non officielle de Hitman, du jeu Hitman, parce que c'est exactement la même structure que les derniers jeux Hitman où t'as 6 missions et en fait là il fait 6 chapitres et ça m'a un peu fait rire. Et mais en fait je sais pas, c'est une structure moi que j'ai eu un peu de mal en fait dans le film. Je t'avoue que j'ai adoré le début, vraiment le début je le trouve vraiment chouette. Mais je sais pas, après je me suis un peu ennuyé. Ouais, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'arrivais pas à rentrer dans le film, vraiment. Ouais. Et je trouve que le film, dans sa réelle, il est pas ouf, quoi. À part au début, quoi. Vraiment, le début, je trouve qu'il y a plein d'idées et tout, mais après, je sais pas, je trouve que ça... J'ai l'impression que ça commence par un film de Fincher, puis ça devient un film Netflix, tu vois. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est très bizarre. J'étais pas trop dans le film, moi. Au début, oui. Par contre, j'ai vraiment cru... j'ai cru que, tu sais, au début, ça allait être un truc où il réussit à la fin, et puis en fait, non. Ouais, c'est ça qui lance le truc, quoi. Ouais, parce que, tu sais, il te fait tout un tutoriel, là, en disant, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. C'est ça. Et il réussit pas. Même la scène d'action, on m'avait dit, elle est incroyable et tout. The Raid a fait mieux, quoi. Enfin, moi, je trouve. J'ai l'impression que tous les mecs qui parlent de scènes d'action, ils parlent de The Raid. Bah ouais, mais parce que The Raid, il m'a marqué parce que c'est un film que j'étais pas censé aller voir et que j'ai vu à la fête du cinéma et que j'ai trouvé incroyable. Donc bon. Alors, je n'ai pas vu les The Raid, donc je ne sais pas. Moi, je suis à moitié de ton avis, à moitié de pas ton avis. Je suis à moitié de ton avis parce que je suis moi aussi resté un peu extérieur au film et je sais pourquoi. Mais par contre, au niveau mise en scène, je trouve qu'il tente des choses qu'il avait pas tenté avant pour le coup. Et je trouve toujours le film soigné, moi. C'est David Fincher, quoi. Déjà, le film, c'est un peu, il s'inspire, il annonce s'inspirer clairement du film Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Donc, le Samouraï de Jean-Pierre Melville, c'est un film sur un tueur mutique qui est dans Paris, en plus comme le personnage au début, et qui est joué par Alain Delon, pardon, et qui a ce chapeau mythique et une tenue assez mythique aussi. C'est tout le début. Enfin, ça crie le Samouraï de Melville. Et d'ailleurs, le Samouraï de Melville qui a inspiré plein de films, genre de tueurs mythiques. Par exemple, Drive, ce genre de film là où tu sais, t'as ce genre de personnage mythique qui va potentiellement se découvrir une humanité, oui, c'est possible, oui, mais se découvrir une certaine humanité, voilà. Alors le film, il est pas au niveau de Le Samouraï, hein. Franchement, je te le dis, voilà. Et d'ailleurs, le film cite aussi au début, dans la séquence d'introduction, Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour, ce moment où il y a un personnage qui est un genre de voyeur et qui regarde les gens par la fenêtre, voilà. Et il y a des différences assez majeures aussi avec le film
du samouraï, c'est que déjà c'est un film de vengeance. Fassbender, il est dans un truc de vengeance, alors que c'est pas trop la même chose dans le samouraï. Il est beaucoup plus. Déjà, il est beaucoup moins expressif que Fassbender. Bon, Fassbender est pas expressif, mais je développerai plus tard un truc sur lui. Okay. Je trouve que le film, il a un problème au niveau du rythme. En fait, je m'ennuie pas, mais en fait, c'est que le film, il a un côté, comme t'as dit, programmatique, en fait, avec ses chapitres et ses trucs, et en fait, tu vois tout venir, en fait. Ouais, bah, tu sais comment l'histoire va se passer. Après, franchement, voilà, c'est pas chiant, je veux dire, parce que l'histoire va droit au but. C'est pas dégueu dans chaque séquence, tu vois, mais t'as un côté dans chapitre 1, chapitre 2, enfin, c'est très, voilà, tu vois tout arriver. Mais au final, je pense que ce côté programmatique, il est aussi voulu par Fincher, parce que, bah, c'est comme le personnage principal, quoi, qui est lui aussi très programmatique, tu vois, qui annonce direct la couleur, hein. Dès la première séquence. Et d'ailleurs Michael Fassbender, qui est super aussi dans le rôle, qu'on n'avait pas vu jouer depuis un moment, depuis quelques années. Mais il y a un problème avec son personnage, moi, c'est la voix off. Moi, j'ai un gros problème avec la voix off. C'est qu'elle J'aime pas trop non plus, hein. C'est trop, hein, je trouve. Mais elle est trop répétitive et trop présente, quoi. Genre, il y a ce début, donc on a Michael Fassbender qui pendant 20 minutes va se préparer un assassinat. Et elle pourrait être super si juste la voix off, on l'entendait moins, parce qu'en fait, le mec te dit, en fait, il faut s'ennuyer. Et en fait, je ressens jamais l'ennui, parce que le mec, il est tout le temps en train de parler, tout le temps, la caméra, elle est tout le temps, enfin, il y a un montage qui fait que c'est quand même assez dynamique, et du coup, je sens jamais l'ennui de ce mec qui est face à sa fenêtre, tu vois, et qui doit attendre le moment pour tirer, quoi. Ouais. Et il y a vraiment des problèmes comme ça, mais il y a un truc qui est bien dans la voix off, que je sens qui est travaillé dans la voix off, c'est que plus on avance dans le film, plus la voix off, elle se réduit. Tu vois ce que je veux dire? Ça, oui, en fait, ça affirme au fur et à mesure que le personnage, il change, entre guillemets, il avance et il change un peu de mindset, pour pas spoiler. C'est qu'on voit très bien que la voix off, il y a un genre de décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, en fait, au fur et à mesure qu'il se passe, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant, tu vois. Mais pour le coup, la première séquence, il me la gâche totalement. T'avais pas besoin surtout que il met la voix off des fois juste pour répéter des choses qu'il a déjà dit avant, constamment, quoi. Genre, moi, je trouve limite un super. De toute façon, moi, les voix off, j'aime pas trop ça au cinéma. De toute façon, ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense, il y a le côté, parce qu'il veut faire c'est le côté film noir où t'as le mec qui parle tout seul, je pense, ouais, mais si c'est pour lui faire dire la même chose en boucle. Oui, non, mais ok. Ça me... C'est comme Rorschach dans Watchmen ou ce genre de truc. Oui, mais Rorschach, il répète pas toutes les 5 minutes. Non. Je suis un tueur et je fais ça. Tu vois, moi, j'ai trouvé cette première séquence qui est, franchement, t'enlèves juste la voix off, je pense qu'elle est incroyable, tu vois, cette séquence, tu vois. Parce qu'on m'avait vendu, en plus, la séquence 20 minutes où il y a pas de parole et tout, comme le Samouraï de Melville, où t'as une séquence de 15 minutes, je crois, au début, où il y a pas de son, il y a pas de voix, et c'est incroyable. C'est vraiment juste de la narration visuelle. Il y a de la narration visuelle dans le film, et à ce moment-là, c'était un peu trop. Mais la voix off, en tout cas, à la fin, qui dénote, entre guillemets, avec ses actions, ça montre aussi la dualité de ce personnage. Parce que c'est un personnage qui est froid, calculateur, mais qui pendant tout le film va se battre contre ses propres émotions, en fait. En fait, il essaye de se convaincre qu'il est un homme froid enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, que c'est un homme froid et calculateur, et que, il fait pas d'erreur, techniquement, et, dès la première scène du film, en fait, tout amène à ce côté, hyper calculé, et, j'ai pas envie de spoiler, mais il se passe un truc qui fait que, non, en fait, ça a pas marché, entre guillemets, quoi. Donc, il fait des erreurs, quoi. Et donc, je trouve que ça annonce un peu tout le film, tu vois. Où en fait, pour moi, tout le film, c'est une genre de recherche d'empathie avec le personnage. C'est, est-ce qu'on va réussir à avoir de l'empathie pour ce mec qui est, mais complètement froid, quoi. Tu vois, enfin, moi, j'ai senti comme ça, tu vois, et que, au fur et à mesure, est-ce que il va réussir à avoir une sorte d'humanité en lui, tu vois. Et voilà. Et puis, c'est un film aussi qui parle de Fincher lui-même, puisque, Fincher, il est connu, en tout cas, pour être un maniaque, complètement méticuleux, c'est vrai. De refaire les prises 50 milliards de fois et d'épuiser ses acteurs. Il a ce côté-là, donc je pense que c'est un peu un reflet de lui-même aussi, ce personnage, quoi. Mais je voudrais juste revenir sur ce que t'as dit, la scène d'action. Moi, je l'aime bien, la scène d'action. Ouais, non, mais je dis pas qu'elle est mauvaise. Hein. Et pour le coup, Fincher qui fait des scènes d'action, c'est extrêmement rare. Enfin, qui fait des scènes de baston, en tout cas, pour le coup. C'est extrêmement rare, parce que je crois que c'était pas arrivé depuis Fight Club, non? Fight Club, mais encore Fight Club, c'était fait d'une certaine manière. Là, on a vraiment une scène de baston que moi je trouve vraiment bonne, qui suit vraiment le personnage de Fassbender du début à la fin. C'est tout, hein, mais c'est juste que moi, on me l'a vendu, comme tu disais, on t'a vendu la première séquence. On m'a vendu ce truc-là en mode c'est incroyable. J'ai dit oui, c'est bien filmé et tout, mais j'ai déjà vu mieux, quoi, c'est tout. Alors moi je la trouve incroyable, surtout parce que déjà je la trouve hyper bien montée, et surtout il y a un sound design, mais dans tout le film, qui est incroyable, tu vois, parce que
toute façon les coups, là, rarement je vois des coups portés comme ça où je sens que le mec se fait défoncer la gueule, tu vois. Et elle est toujours à hauteur du personnage d'ailleurs de Fassbender, parce qu'on est de son point de vue, on est dans sa tête, et ça je trouve que c'était plutôt bien fait. Après, est-ce que c'est la meilleure séquence de tous les temps? Je sais pas. Enfin moi je savais même pas qu'il y aurait une scène de baston dans le film. Moi ça m'a surpris, tu vois, parce que Fincher il fait pas ça du tout, quoi. Donc là quand c'est arrivé et qu'il y a ce décharnement de violence, je trouve qu'il démérite pas du tout, moi, en tout cas Fincher, et bon, je veux pas le voir faire John Wick 4, John Wick 5, tu vois, mais en tout cas je trouve qu'il s'en est bien sorti, surtout cette séquence. Mais après, je sais qu'il y a des gens apparemment qui ont rien vu à cette scène. Alors que, et moi je crois que j'ai un problème, c'est que je vois trop bien. Excusez-moi, hein, je vois trop bien. C'était déjà arrivé sur l'épisode 3 de la saison 8 de Game of Thrones où tout le monde ne voyait rien. Et moi je vois tout. Donc je sais pas si c'est moi qui règle bien juste mes, peut-être je règle bien ma télé, quoi, tu vois, mais je vois, quoi, les choses. Moi j'ai pas besoin d'avoir qu'une scène soit éclairée de fou. Donc bon, après ça c'est peut-être juste une différence de perception. Mais en parlant du sound design, je trouve que c'est un film sensoriel de fou. Parce que déjà il y a beaucoup de narration visuelle, il y a beaucoup d'efforts de son, mais surtout la musique elle est hyper bien. Et je sais pas si t'as un moment t'as capté la musique de Charmed. Non. Tu regardais pas Charmed? Si. Mais il y a la musique d'intro de Charmed, mais je sais pas comment elle s'appelle. Ah ouais? Mais moi en tout cas c'est de là que je la connais, tu vois. Donc voilà, je ne vais pas la chanter, Ista, tu feras tes recherches. Et voilà, moi je trouve que c'est un film qui est un peu raté, qui est pas mauvais, qui est pas son meilleur, mais bon, c'est pas son film le moins intéressant non plus. C'est un film où David Fincher il expérimente. Je pense qu'à un moment il y a de la caméra épaule, ce qui chez Fincher est hyper rare. Je crois que c'est arrivé chez Seven à l'époque. Parce que c'est un mec qui est hyper dans le contrôle, comme j'ai dit, hein, donc la caméra épaule t'oublie. Et c'est pas utilisé par hasard, puisqu'il traduit vraiment l'état d'esprit d'un personnage à certains moments. Et je trouve que Fincher, il est un peu sorti de sa zone de confort. Je trouve que le film est meilleur que Manque. Voilà, Manque, moi, je m'étais un peu ennuyé. Je l'ai pas vu, ouais. Et qui était un film un peu raté. Je le trouve meilleur que Panic Room, par exemple, tu vois, ou ce genre de film-là. Après, c'est clairement pas le meilleur, enfin il est clairement pas dans le top 3, top 4 des films de Fincher, voilà, il était beaucoup mieux, surtout sur sa critique du capitalisme, sa critique sociale, il a une critique sociale dans le film en fait, parce qu'il y a tout un rapport avec les marques, le McDo, l'Uber Eats, Apple en fait, où le tueur en fait il peut faire ce qu'il fait, il est aussi bon que parce qu'il y a des grandes sociétés qui mâchent le travail, quoi. Le mec, grâce à Uber Eats, il peut s'incruster dans un truc. Il a le contrôle de son pouls entre guillemets avec une Apple Watch. Il utilise Amazon pour acheter tous ses outils. C'est vrai. Et le mec bouffe à McDo. En plus, il dit je bouffe à McDo, c'est rien de mieux pour prendre des protéines. Enfin, il y a toute une critique vis-à-vis de ça, mais bon, c'est pas une critique que je trouve aussi pertinente qu'il a pu le faire. Il a pris un croque McDo. Il a pris un croque. Oui, j'ai reconnu. Donc voilà, le film, je pense que voilà, c'est un film de Fincher, faut le voir, mais pour moi c'est ni le film mauvais mauvais. En tout cas, le film pas bon que certains essaient de me vendre, mais c'est ni la claque que certains m'ont dit. Ah putain, le retour de Fincher, voilà quoi. En vrai, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, hein. Dans l'idée, c'est un peu ça aussi mon avis. J'ai pas trouvé ça une claque non plus, j'ai pas trouvé ça nul. J'ai trouvé ça ok, tu vois. Mais oui, on n'est pas dans Seven. On n'est pas. C'est ça. Ouais. C'est vrai que voilà, il réinvente pas la roue, et je trouve qu'il y a un problème avec ces putains de. Je suis quand même content de retrouver Fassbender, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ouais, il fait le taf, hein. Bah ouais, de ouf, ouais. Moi, j'ai pas de je soucis avec lui, hein. Plutôt bon. Voilà, après, il y a une Après, le personnage, je m'attache pas au personnage, mais bon, je pense que c'est un peu voulu, je pense. Pour moi, il y a un truc de, oui, de toute façon, c'est un personnage qui a pas d'émotion, qui est censé être froid, tu vois. Mais je pense qu'il y a une envie de te faire aimer ce personnage au fur et à mesure, tu vois. Mais mais moi, quand il l'a tué, même pas. Enfin, il tue plein de gens, mais ouais. C'est jusqu'où, en fait, on est prêt à accepter son personnage, quoi, je pense aussi. Et après, il y a toute une évolution au personnage aussi, pour le coup. Enfin, il se passe un truc à la toute fin, voilà. Il y a tout un truc, quoi. Bon, on veut pas spoiler, mais. Mais qui, moi, m'a un peu énervé. Parce que bon. Pourquoi t'as tué l'autre, là, et puis lui, bon, bref. On va pas spoiler, mais oui, enfin, il y a tout un truc, parcours de personnage après, voilà. Même la fin, en vrai, je trouve qu'il y a un truc raté, en fait, dans la fin. Je sais pas te dire, mais dans cet échange de fin, je pense qu'il aurait dû être un peu plus puissant, tu vois.
Bah ouais, c'est pas fou, je trouve, je sais pas. Ouais, je sais pas. Peut-être que dans un temps, je pourrais placer des mots sur les trucs que je sais pas dire ici, mais ouais, le film est pas inintéressant en tout cas. Je pense qu'il faut le voir. Voilà, il sera pas dans le top de l'année, clairement, mais. Ouais, bah à peu près pareil. Allez voir Le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Très bon J'ai pas film. vu ça par contre. Ok, d'accord. Voilà, et qui a une musique. Oh là, la musique, incroyable. C'est dispo sur Mubi. Non, je sais pas. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas du tout. Écoute, sur des endroits très très sombres de l'internet, sûrement. Et si on passait à la fin de saison d'un autre personnage qui était pas très appréciable au début, mais qui finalement se retrouve peut-être être un des plus aimés peut-être du MCU au final. On va faire le bilan de la saison 2 de Loki. Make the hard choice. It's him. You better run! War is on its way. Come on, you're the god of mischief. Always have been. Always will be. A little over the top, don't you think? I thought it was spot on. Alors, on se retrouve dans cet épisode final de Loki. On avait fini l'épisode 5 sur Loki qui avait réussi en tout cas à dompter son don de voyage dans le temps, entre guillemets, et qui retourne au TVA pour arrêter le TVA d'exploser potentiellement. Et dans cet épisode, c'est la fin. Loki va-t-il réussir à sauver ses amis? Et on retrouve des têtes familières. Celui qui demeure, qui revient. C'est peut-être le meilleur épisode de cette saison 2, je pense. Il m'a mis dans un état bizarre, cet épisode, parce que je m'attendais à certains trucs, mais il y a des trucs que je m'attendais pas du tout. Donc il m'a mis dans un état assez second, chelou. Je trouve cet épisode, c'est très étrange. Très bizarre. Ouais. Mais au début, je me suis dit, putain, à quoi sert l'épisode 5 du coup? Pas grand chose. Et en fait, je m'étais dit, putain, peut-être que la saison, elle aurait dû commencer comme ça. Bon, il y a des enchaînements de séquences où Loki voyage dans le temps et essaye d'arrêter le TVA sous une musique. Voilà, c'est assez drôle. Il y a un autre montage aussi avec Sylvie plus tard quand il confronte celui qui demeure. Où il essaye d'arrêter Sylvie plusieurs fois. Voilà, ça revient plusieurs fois. Et voilà, moi je trouve que c'est le meilleur épisode parce que c'est l'épisode qui parle le plus de Loki en fait. Et qui vraiment, là pour le coup, il y a une vraie évolution sur le personnage de Loki. Enfin, on a dû attendre les 2 derniers épisodes pour que ça se passe, mais enfin on l'a. Il y a un vrai dilemme avec Loki, une vraie évolution, un vrai tiraillement. Le dieu de la malice se sacrifie pour sauver ceux qu'il aime. Donc lui, qui est connu pour être le personnage peut-être le plus égoïste, le plus égocentrique de la série, se retrouve à du coup se sacrifier pour sauver ses amis. C'est quand même, voilà, c'est là pour le coup, j'étais vraiment ému, tu vois, par le personnage. Vraiment, Tom Hiddleston, il le joue bien. Il y a une séquence qui est incroyable, je vais revenir dessus. Le personnage est fini ce que j'ai beaucoup aimé ça aussi, le personnage est fini sur un trône, comme ce que l'ancien Loki voulait, il finit sur le plus grand trône qu'il voulait. Dès le premier temps, il va être sur le trône. Ouais. Mais alors que pour le coup, là, ce qu'il voulait à l'époque, en fait, lui, tout ce qu'il voulait, enfin, tout ce qu'il veut maintenant, c'est en fait être avec ses amis. Donc ça, j'ai trouvé ça assez beau, ce parallèle-là avec lui, quoi. Et alors, le moment où il va de lui-même marcher vers le TVA, où il y a ses vêtements qui changent, il a sa couronne de Loki, où il y a la musique, franchement elle est incroyable la musique. Il y a les plans, ils sont fous avec les spaghettis, il y a des plans incroyables quoi. Vraiment c'est un des meilleurs moments du MCU même, je pense même de le dire, ce moment-là quoi. Je pense aussi, en plus on te laisse bien l'apprécier. Marquera clairement. Ouais. Ah oui non mais moi cette scène elle m'a pris vraiment au trip, parce que tu sais tu sens que ils avaient pas besoin de dire, mais là pour le coup j'étais en mode ok il se passe un truc avec ce personnage là, il y a un vrai dénouement pour ce personnage quoi. Alors que je m'attendais pas, tu vois. Et l'acting de Loki est super. T'as limite envie qu'il reste avec ses potes, tu vois. Tu te dis non, reste avec tes potes et tout quoi. Et visuellement c'est splendide, la lumière, la DA, là vraiment. Et en plus le final où il le lit entre guillemets tous les
les branches, Oui. quoi, et que ça forme l'arbre. Donc l'arbre, c'est l'Yggdrasil. Oui, c'est Yggdrasil, ouais, de la mythologie Donc, nordique. C'est ça, l'arbre de la vie dans la mythologie nordique, qui est repris 50 milliards de fois dans le folklore, tu vois. Mais ça le ramène à ses racines de dieu nordique, et ça, j'ai trouvé ça super. Voilà, j'ai quelques problèmes avec cet épisode, mais globalement, il m'a surpris cet épisode, il m'a bien eu. Je vais te laisser en parler. Ouais, bah moi aussi j'ai adoré l'épisode, hein, j'étais à fond dedans tout le long. Ouais, j'ai trouvé ça beau aussi moi, que Loki se sacrifie quoi pour ses amis quoi. Non, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ouais, la musique de Nathalie Holt, elle est vraiment cool. Il y a tous ces discussions avec Mobius. Ouais, oui, il a la discussion avec Mobius quand il revient dans une scène de la saison 1. J'aime beaucoup en fait, ça fait très final de série parce qu'en fait, il revient un peu dans toutes les scènes clés de la série en elle-même quoi. Il revient dans la saison 1, il revient dans les scènes importantes, dans la scène avec Sylvie qui veut tuer celui qui demeure, etc. Et ouais, bah là on a Jonathan Majors qui revient en celui qui demeure aussi. Avec des nouveaux dialogues, tout ça, quoi. Mais là, tu vois, qu'il est en celui qui demeure, je le trouve bien, tu vois. Mais quand il est en Victor Timely, il est insupportable. Mais non, mais là, oui, là, je suis d'accord. Là, il est beaucoup mieux à ce niveau-là. Bon, là, de ce que je comprends, c'est que... Bon, c'est un peu ce que tu disais, que ça va lancer quand même la guerre des Kang, hein. Si j'ai bien compris ce qu'il dit, celui qui demeure, hein. Moi, ce que j'ai compris, c'est que il se sacrifie pour ses amis, mais qu'en fait, en tout cas, il reprend pas exactement... tu sais, le truc de celui qui demeure, et donc en fait que les Kang ils arrivent quoi. De toute façon, ils sont déjà là. Oui. De toute façon, ils sont déjà là. Ouais, ils sont déjà là. Mais parce qu'il dit si vous pétez le cœur, tu sais, celui qui demeure, il dit un truc. Si vous pétez le cœur, il va y avoir tous mes variants qui vont venir, machin. Donc il dit un truc comme ça, je crois. Donc bon, mais il prend pas la place de celui qui demeure. Il prend la place du cœur en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Même, quoi. Du cœur temporel en fait. C'est lui le cœur temporel. Il y a plus une machine quoi. C'est lui quoi. Et de toute façon, on sait que les variants sont là, puisqu'à la fin, ils te disent, il y a un variant. Enfin, je pense que c'est Ant-Man. Je pense que c'est pas le nom. Oui, c'est celui de Quantum Mania. Ouais. Mais du coup, il est vraiment mort, alors ça se trouve, celui de Quantum Mania, pour le coup. Bah, je pense, ils disent Terre 616, il dit, c'est réglé et tout. Donc, ouais. Donc, on le reverra pas, celui-là. Non, celui-là, je pense pas. Je trouve que prendre aussi le Freine des Mondes comme symbole, c'est très cool, parce qu'en fait, je me suis rappelé du premier Captain America où t'as Red Skull qui en parle. De Yggdrasil. C'est là-dedans qu'il y a le Tesseract. Et donc, il parle il dit que c'est le freine des mondes. Et je trouve que ça va bien avec le multivers, tout ça, quoi. Ok. Il dit, et puis, il dit freine des mondes et arbre du destin et de la vie, un truc comme ça. La description, elle allait bien, en fait, avec tout ce truc-là. Et c'est bien trouvé, je trouve. C'est bien trouvé. Ouais, je suis d'accord. Après, si je fais par contre un bilan de saison, je suis plus sceptique sur je pense que je préfère la 1. Parce que je trouve que, par exemple, Sylvie, elle est sous-exploitée, ils savent plus quoi en faire dans la 2. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Pareil pour... y a des... Je sais pas si c'est bizarre, il y a des introductions de persos qui, en fait, ne sont plus développés du tout. Par exemple, X5, tu sais, celui qui devient acteur, là, Brad Wolf. Oui. Lui, on sait pas ce qu'il est devenu. Il y a plein... En fait, plein d'acteurs secondaires, plein de personnages secondaires, hein. Voilà, il y a un truc qui est symptomatique de cette saison gâchée, c'est Miss Minute et Renslayer, quoi, dans cet épisode. Ouais, aussi, ouais. Miss Minute, elle est en mode, elle est redevenue gentille, et Renslayer, pouf, elle est morte, tu sais, elle est dans le... Alors ça, moi, j'ai pas compris ça. Enfin, mais moi non plus, mais juste elle est balancée là et genre c'est fini quoi pour elle. Tu vois, et je suis en mode ça valait le coup de me la faire revenir juste pour ça quoi. Oui, mais ouais. Je sais pas, je me demande s'ils ont pas coupé des trucs, mais moi je me demandais si c'était pas censé être la nouvelle de celle qui demeure quoi. Parce que là, au niveau du moment où il y a la timeline, normalement il est mort celui qui demeure. Donc est-ce que c'est pas elle qui prend la place, tu vois? Mais bon, c'est après à la fin, elle dit je sais pas, un monstre qu'elle a affronté là ou je sais pas. C'est le monstre qui est devant le château. Oui, c'est ça. Mais je crois pas qu'elle va s'en sortir la pauvre. Hein. Enfin, je crois qu'elle est envoyée à la mort là. Enfin, clairement. Je sais pas, c'est très bizarre en fait parce que en plus tu l'as. Mais en plus c'est juste bazardé comme ça de toute façon. Enfin, c'est très chelou. Ouais, je sais pas si on était censé comprendre qu'elle allait se faire tuer, mais après c'est possible. Ouais, je sais pas. Moi, sur le coup, je l'ai pas compris comme ça, mais oui, il y en a d'autres qui l'ont compris comme toi. Donc, Non, mais en fait, de toute façon, il y a rien à comprendre, je crois. Ouais.
S'ils veulent la faire revenir, la feront revenir, sinon ils la feront pas revenir. Mais en tout cas, ce personnage, je trouve, moi, pour faire un petit bilan de la saison, je trouve que c'est toujours super soigné. Il y a des super décors, super réels, super idées visuelles. Là, surtout la fin, quoi. Les effets spéciaux sont vraiment pas trop mal. Mais il y a un problème d'enjeu et de personnage qui est très flagrant dans cette deuxième saison. J'ai l'impression que, en fait, tout est l'enjeu et tout est en surplace, quoi. Tout fait du surplace dans cette saison jusqu'à cet épisode final, quoi. L'intrigue, elle est mise en pause, on tourne en rond sans vraiment développer les personnages, tu vois. Ou ils sont abandonnés carrément, tu vois. Genre Victor Timely, on te fait tout un truc sur lui. Renslayer, pareil. Le mec que t'as dit tout à l'heure, j'ai oublié son nom, l'acteur. On te démarre. Même il y a un autre personnage, mais je sais plus son nom. Je crois que c'est sa mère. Tu sais, qui fout le bordel. Oui, elle aussi, ça s'est bazardé comme ça aussi, c'est compliqué. Donc, il y a plein de trucs qui sont juste là pour te faire attendre qu'en fait, à la fin, Loki, il apprend à contrôler le temps et à devenir le cœur du TVA, quoi. Mais bon, entre l'épisode 1 et l'épisode 6, il s'est pas passé grand chose, je trouve. Enfin, en tout cas, c'était pas nécessaire de bazarder tout ça, quoi. En fait, c'est le même problème que toutes les séries Marvel Disney en 6 épisodes, c'est que ça pourrait être résumé en un film de 2 heures. Ouais, voilà, quoi. Après, je pense qu'ils auraient pu faire un truc où Loki, en fait, toute la saison, il apprend à gérer ses pouvoirs et genre, il voyage, tu vois, dans le temps, quoi. Je trouve que ça aurait été beaucoup mieux que de nous faire tous les épisodes, genre de l'épisode 2 à l'épisode 4, les épisodes 2, 3, 4, même 5, hein, quelque part, franchement, je trouve que c'est un peu abusé, quoi, d'avoir fait ça, des détours pour aller chercher Victor Timely, et au final, on s'en fout, putain, c'était pas nécessaire, quoi, de nous faire tout ça. Après, je trouve que c'est loin d'être nul, tu vois, je trouve que c'est loin d'être la pire série. Voilà, je me suis tapé Secret Invasion juste avant. c'est vrai que ça, oui. Non, c'est très cool. Mais bon, ouais. Mais je trouve que c'est toujours la même structure, en fait. Si tu regardes toutes les séries que je disais, là, les MCU 6 épisodes, c'est toujours le perso, à la fin, il finit avec son costume, quoi, son costume des comics. Et là, c'est pareil avec Loki, quoi. Ouais, mais au moins la saison 1 de Loki, moi je trouve que ça avançait. Enfin, en tout cas, ça tournait pas en rond sur 6 épisodes, je trouve. Oui, je suis d'accord. Même les épisodes qui font du surplace un peu, je crois que c'était l'épisode 3, au moins ils développaient la relation Sylvie-Loki, quoi. Au moins t'avais un truc où ça faisait un peu avancer les persos. Là c'était compliqué, quoi, pendant longtemps. Parce que cet épisode là, il est vachement bien, mais il arrive un peu tard, quoi. Même s'il y a quelques facilités dans l'épisode. Oui, bien sûr. Bon, après, genre le truc où il apprend des siècles. Des siècles pour apprendre. Faut pas me la faire, hein, quand même. Des siècles plus tard. Ouais, c'est un peu facile, mais bon. Après, voilà. Bon, en tout cas, l'acteur, il a dit que lui, c'était soi-disant la fin pour son perso. Et même ils ont dit le créateur de la série que c'était construit comme 2 saisons à la base. Hein. Il y avait pas. Fallait pas faire plus, et je pense que là c'est une bonne adieu à son personnage. Peut-être qu'on le reverra dans Secret Wars ou des trucs comme ça là. Oui, je pense. C'est que là, je le verrai qu'on le revoit, mais oui. Mais j'ai pas envie. Enfin là, pour moi, la fin de son perso, elle est super bien. J'ai pas envie, voilà. Par contre, je pense qu'on va peut-être revoir des agents de la TVA dans notre programme, tu vois. C'est possible. Après, Mobius, il a l'air plus de se détacher un peu de ça. Ouais, mais bon, il va pas rester là 5000 ans quand même. Je sais pas du tout. Je sais pas, mais vu la façon dont il regarde lui avec ses enfants et tout, je sais pas du tout ce qui va se passer pour eux. Je sais pas non plus, mais s'ils veulent l'utiliser, en tout cas, ça m'étonne pas qu'on voit la TVA dans notre programme, surtout si ça parle de multivers et de temps, ce serait logique de les voir, quoi. Et même Sylvie, je sais pas où elle va passer, quoi. Bon, aucune idée. Mais ça, c'est des personnages abandonnés, de toute façon. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Après, c'est quand même un perso, s'ils veulent le reprendre, ils peuvent, hein, mais bon. Mais oui, clairement, la Loki, c'est fini. Je pense il y aura pas de saison 3, hein, clairement, c'est fini, quoi. Non, c'est fini. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Et voilà, de toute façon, Loki, ça reste quand même peut-être la meilleure série Marvel, même si, bon, la saison 2, je trouve qu'elle est un peu vide. En tout cas, dans l'ensemble, c'est peut-être la meilleure série Marvel que j'ai vue. De toute façon, c'est pas compliqué. Parce que j'ai pas tout vu déjà, et de toute façon, ce que j'ai pas vu, ils me donnent pas trop envie. Et voilà, hein, donc on se retrouve pour sûrement un programme Marvel le mois prochain, avec What If arrive. Ouais. Normalement, on devrait parler de What If le mois prochain. Puis ensuite, il y aura Echo en janvier aussi. Oh là là. C'est pas les projets qui me fascinent le plus, je t'avoue. Hein, donc, Echo, moi, le trailer, il m'a donné bien envie. Hein.
On en reparlera quand ça sortira. Là, on va passer à un programme super-héroïque toujours, mais qui n'a rien à voir avec le MCU, puisqu'on va parler de l'épisode 2 d'Invincible. People of Earth, the more you resist, the worse this gets. And if you think you can stop us, don't forget, I'm... On avait commencé la saison avec Mark et son père, Omni-Man, qui était donc d'un autre univers, qui tuait des gens, ils étaient méchants, voilà. Et il y avait un personnage qui a réussi à se barrer de cet univers et qui est arrivé dans l'univers que nous on suit, Invincible, et il a fait une machine. Il a tout fait péter. Il est devenu, il a eu un cerveau énorme. Et Mark, il faisait sa petite vie et il arrive à la fin et ça a tout pété. Et après, ils veulent tuer Invincible. Récipé. C'est ça. Et c'est ça, ouais, à peu près, ouais. Et cet épisode qui s'appelle dans environ 6 heures, je perds ma virginité avec un poisson. Voilà. En fait, on parle pas du tout de Levi Armstrong. C'est un épisode avec beaucoup d'intrigues, donc on va vous en parler. Et c'est un peu le reproche que j'ai un peu à cet épisode, c'est qu'il est un peu fourre-tout, complètement fourre-tout. Qu'ils ont balancé plein d'intrigues, plein de trucs, et on suit Mark qui vit toujours le trauma avec sa mère d'Omni-Man, et en même temps on suit les gardiens, puis en même temps on suit, enfin il va aller dans l'eau, puis il va aller dans une ville, il va aller à Gotham. Enfin c'est assez fourre-tout, je trouve, cet épisode, pas twist, hein. Ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné du tout. Ouais. Et ouais, non, sur le coup, ça m'a pas dérangé, je t'avoue. T'as bien aimé l'épisode ? Ouais, j'ai bien aimé, moi, j'ai trouvé ça cool. C'est vrai qu'il va à une espèce de Gotham. Là. Ça m'a fait rigoler, d'ailleurs, le côté Midnight City, où tu sais, il passe dans une bulle et ça devient la nuit. Et puis, on dirait vraiment Gotham, tu sais, genre tout à côté éclairé, et à chaque fois que tu vas à Gotham, c'est la nuit. Il y a Batman qui rôde. Il fait tout le temps nuit. C'était assez drôle, ça, je trouvais. Et ouais, il y a un nouveau... on avait vu un perso comme ça dans le premier épisode de la saison 1. Et en fait, lui, c'est celui qui reprend le flambeau. En gros, c'est son Robin, quoi, qui reprend le flambeau, quoi. Son Robin... Ah oui, ok. Son sidekick. Oui. Ouais. Oui, c'est un peu ça. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime bien Batman. Et au début, je me suis dit, il est encore en vie. Bordel. Bah oui, oui. Je dis quoi? Tu sais, je me suis dit, putain, il a toujours un plan, le Batman et tout. Et en fait, non, c'est Dark, c'est c'est un genre de Robin qui est devenu un peu fou, qui est un peu complètement malade et qui peut voyager dans une dimension parallèle où tout est noir, quoi. Mais c'est un peu bizarre parce que c'est un peu hors du temps ce moment-là, parce qu'il a rien à voir avec ce qui se passe, tu vois. Mais la scène est cool, tu vois. Genre ça joue avec les ombres et tout. Et d'ailleurs, ça montre Mark un côté un peu sombre de sa personnalité là, parce que tu sais, il le chope au bout d'un moment, il dit, mec, on est que tous les deux, t'as intérêt à me faire sortir de là, sinon. Ouais. Sinon en fait je vais te défoncer. Et, on comprend qu'il joue le rôle de mec Valère, mais ça peut montrer potentiellement une partie sombre de lui-même, quoi. Ouais, je pense qu'ils vont jouer sur ça dans la saison en mode il peut devenir sombre comme son père, machin. Il parle beaucoup de ça, tu sais, que il veut pas être comme son père, tout ça. Et je pense qu'ils vont jouer avec ça, clairement. C'est ça. Et là, on suit un épisode un peu, comme je dis, un peu fourre-tout, où il y a plein d'intrigues. On démarre sur une intrigue. Déjà, il y a un truc. Ça me rappelle de Amazing Spider-Man 2. Je l'avais déjà dit pour l'épisode 1 où j'avais dit, putain, il y a un truc, ça me rappelle de Amazing Spider-Man. Oui, là, on a une remise de diplôme où le mec est pas là parce qu'il va se battre. Et je me suis dit, putain, c'est comme le début de Amazing Spider-Man 2. Alors, je dirais pas qu'ils vont s'inspirer de Amazing Spider-Man 2 parce que c'est peut-être pas le meilleur exemple d'inspiration, tu vois. Mais le mec qui est en retard à sa remise de diplôme et tout, je me dis, putain, ils ont vraiment peut-être pioché là-dedans et ça me rappelle vraiment ça, quoi. Ah, il y a moyen, hein. Ce serait pas étonnant. Et là, les personnages sont en vacances. Oui, ils sont en vacances techniquement. Et c'est un épisode où il y a énormément de confrontations de personnages. Par exemple, on a toute une intrigue avec Atom Eve qui va voir ses parents et et je trouvais super ce côté-là parce qu'en fait, on voit Atom Eve dans sa vie de tous les jours qui pense en fait qu'il peut tout réparer avec ses pouvoirs. Ouais. Et en fait, elle se rend compte qu'en fait non, c'est pas parce que ses pouvoirs, en plus, elle a des pouvoirs hyper spéciaux, hyper forts et hyper voilà, et qu'en fait, elle n'a pas réponse à tout et qu'elle peut pas sauver tout le monde en fait, malgré qu'elle ait des pouvoirs incroyables. Ce qui est intéressant, c'est avec le parc, qu'elle a fait un super parc et tout. C'est ça, oui.
Et tu vois le parc, tu dis oh, incroyable et tout, mais après on apprend dans le journal que en fait c'est quoi, ça tient pas ces trucs, parce que c'est complètement détruit quoi. En fait le terrain, c'est sur un terrain où, en fait où ouais ça, je crois que ça se démolit quoi. Mais en fait elle a voulu faire les trucs à sa manière et elle pense que ça peut marcher, mais en fait il y a des trucs qu'elle ne peut ne pas contrôler. C'est comme c'est un peu le reflet de ce qui se passe avec ses parents, où elle dit mais en fait je peux vous donner plein d'argent, pourquoi tu me t'en parles pas? Mais en fait ça va pas régler tous les problèmes qu'elle a avec sa famille, de juste aller d'utiliser ce pouvoir pour avoir de l'argent. En fait c'est pas ça, tu peux pas régler toutes les situations comme ça, et ça j'ai trouvé ça super cool. Ouais, les thèmes qu'elle développe ils sont vachement intéressants chez Atomev. Voilà. Atomev qui est meilleur qu'Amber, je le rappelle encore une fois. Oui, je pense qu'on est tous d'accord. Amber qui est cool avec le fait que son mec soit un super-héros maintenant. Oui, maintenant, plus rien à foutre. C'est vraiment... Ça on a parlé, je crois. J'ai vu que quelqu'un en a parlé. Parce que les fans, ils ont dit, ouais, mais Amber Heard a changé de personnalité là par rapport à... Amber Heard. Amber Heard. Merde, pardon, j'ai dit. C'est juste Amber. Juste Amber, pardon. Mais ouais, juste Amber, elle a changé de personnalité par rapport à saison 1. Et je crois qu'ils ont répondu, les producteurs, et je sais plus ce qu'ils ont dit, mais... Bah, moi, je trouve ça bizarre aussi. Hein. Enfin, ouais, c'est bizarre. C'est super bizarre. En fait, elle lui faisait vraiment juste la gueule parce qu'elle lui avait pas dit, quoi. Vraiment, c'était juste ça, quoi. Enfin, bref, c'est vraiment compliqué, quoi. Non, mais ils ont changé sa personnalité entre la saison 1 et 2. C'est très bizarre. Je sais pas où ils vont avec ça, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais on a encore plein d'intrigues, encore on a toujours pas évoqué. Il y a genre 2-3 intrigues qu'on n'a pas évoquées tellement il y a de trucs dans cet épisode. Et d'ailleurs, l'épisode est long, hein, c'est un des plus longs que j'ai. Ouais. On a fait 50 minutes, il dure l'épisode. Et il y a pas d'intrigue, l'intrigue principale qui a pas l'air d'être dans cet épisode-là du tout, parce qu'on voit pas du tout le Levi Angstrom du tout. Donc c'est vraiment que du développement entre guillemets de perso en dehors de ça, quoi. On suit beaucoup la mère de Marc aussi, la mère de Marc est vraiment, c'est vrai. sympathique, je trouve, parce que elle a une genre de c'est un épisode de confrontation, comme j'ai dit, elle a une confrontation avec son fils, elle a une genre de confrontation avec Cécile, mais elle a aussi un moment où elle confronte des parents, où tu sais, ça leur rappelle sa relation avec Omniman, où alors le mec est complètement en train de la dominer, et tu sais, qui est horrible, et elle, ça, tout de suite, ça lui rappelle Omniman qu'il a dit que c'était un animal de compagnie. Et, oui, ça, et vu que le mec qui fait les visites, il se comporte comme ça, elle vrille un peu. Et je trouvais le moment touchant aussi où elle pleure devant son fils, qui était, tu sais, où tu sais, ils se parlent plus trop, lui, tu vois, genre, tu sais, il y a un tabou, parce que voilà, ils sont un peu traumatisés, et là, ils se font ils se réconfortent comme ils peuvent, et ouais, j'ai trouvé ça assez touchant, tu vois, pour le coup. Ouais, c'était cool ça, tout cette intrigue là. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que... Alors moi, il y a une intrigue, par contre. Sur le coup, je l'ai pas compris. Tu sais, celle avec l'astronaute. L'astronaute martien qui s'est pris ah oui, le nouveau Martian Manhunter là. Ouais. Mais en fait, quand il arrive en faussaire, j'ai pas compris que c'était lui. J'ai pas compris direct, j'ai compris à la fin. Ah ok, mais t'as pas compris qu'il changeait de forme? Ah mais je sais pas, je sais pas, c'est très bizarre. Mais oui, c'est bien. Il y a une intrigue, encore une fois une autre intrigue, où il y a un personnage qui relie à la saison 1, hein, parce que la saison 1, il y a ce moment où Marc va sur Mars, et là, il y a un mec qui vient de Mars et qui se fait passer pour un mec de la NASA, et puis après qui retourne à la vie globale, et voilà, et qui va intégrer les gardiens. Qui va réussir à intégrer les gardiens, voilà. Donc, je sais pas du tout où ça va mener, cette histoire, mais voilà, quoi. Et en plus, les gardiens qui sont, qui se battent contre la Ligue des Lézards. Oui, c'est ça, la Ligue des Lézards, ouais. Qui revient là, qui est teasé un peu à la fin, en mode ils vont revenir en force, quoi. Et je me souviens même plus de ce qui se passe avec les gars. Ah si, il y a ce truc où il y a Immortel qui sort du coup maintenant avec la meuf qui se multiplie. Avec Duplicate, ouais. Et c'est trop bizarre. L'ambiance est trop bizarre. Ouais, j'avoue. Parce qu'elle a l'air d'avoir 20 ans, lui il a l'air d'en avoir... il a des milliers d'années, quoi. Je sais pas, c'est très chelou. Donc bon, pourquoi pas, mais c'est assez spécial ce qui se passe. Ouais, et puis il y a l'intrigue donc du titre, donc où Marc il doit épouser la femme du Aquaman Enfin, qu'on croit qu'il va devoir épouser. C'est ça. La femme d'Aquaman. La femme d'Aquaman. La femme du Aquaman de Invincible. Et en fait, non, pas du tout. Il doit se fight avec un gros monstre géant. Et il parvient à les sauver, etc. Bon, en vrai, c'était assez drôle, assez bien rythmé, mais j'avoue que je comprends pas toutes ces intrigues. Qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi. Après, peut-être ça va servir plus tard, tu vois, mais je pense ça fait beaucoup d'intrigues secondaires d'un coup, quoi.
Bah, ça fait très Amazing Spider-Man 2. C'est vrai qu'ils sont peut-être un petit peu trop inspirés des mais après ça reste plaisant, je trouve. Hein, ça se regarde bien, ouais. C'est quand même cool. C'est cool, voilà. Et les combats sont sympas. C'est juste que c'est assez spécial, quoi. En fait, tous les moments avec Atom Eve, la mère, où il y a des vrais, où ça débloque vraiment les personnages, c'est bien. Et le secondaire, c'est moins bien, mais bon, c'est fun, quoi. Donc, bon, ouais. Pourquoi pas. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, dans l'idée, c'est plus cool. Mais c'est vrai que on va avoir que 4 épisodes et l'intrigue n'avance pas. Donc bon, j'espère que dans le prochain, ça va avancer. Ouais, j'espère que ça va pas faire comme Loki, quoi. Et vraiment, ça va avancer, quoi. Et Rex est toujours insupportable à chaque fois qu'il vient à l'écran. Bon, voilà. Oui, c'est Rex, quoi. Oh, Rex, mais à chaque fois qu'il vient dans putain, il est insupportable, ce mec. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire, pour le coup, moi. Non, bah, moi non plus. Non, c'était un épisode sympa. Voilà. Mais qui fait pas trop avancer le schmilblick, quoi. C'est ça. On n'a pas parlé de multiverse, quoi. Toujours pas, non. Et bah écoute, on va passer à nos critiques plus rapides, entre guillemets, puisque je vais parler d'un film que moi seul ai vu qui s'appelle La Passion de Dodin Bouffant. En France, en 1885, Eugénie travaille depuis 20 ans comme cuisinière pour le célèbre gastronome Dodin. Au fil des années, une passion affectueuse s'est développée entre eux. De leur amour commun pour la gastronomie naissent des plats uniques, savoureux et délicats. C'est un film qui est sorti, un film français avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, qui se tourne autour de la nourriture. Alors, c'est pareil, je tenais à en parler parce que c'est un film qui m'a franchement pas mal bouleversé. J'ai beaucoup aimé. En fait, c'est un film où en fait on filme de la nourriture, quoi. Et donc c'est un film qui donne extrêmement faim, donc faut le savoir. Au moment où faut le voir, faut pas le voir le ventre vide parce que vous allez tout voir manger directement. J'ai jamais vu de la nourriture filmée comme ça. Il y a des plans extrêmement longs, des plans séquences sur la préparation des plats, et donc c'est des plats souvent très français. Voilà, il y a un pot-au-feu ou d'un moment, ce genre de trucs, et qui font extrêmement envie, en fait. Et j'ai jamais vu... En fait, il y a une attention de filmer les gestes et vraiment de faire ressentir les choses avec les sens, quoi, de faire sentir les plats. Tu vois vraiment, des fois, ils concoctent une sauce ou des trucs comme ça, tu sens vraiment les aliments. Limite, quand ils les mangent, t'as l'impression que tu les manges toi-même. Je sais pas comment dire, mais c'est hyper viscéral, là. Je crois que c'est le mot. Tu sens l'odeur à travers l'écran. Ouais, limite, c'est vraiment ça, quoi. T'arrives à sentir vraiment toutes les choses, quoi. Et moi je trouve ça incroyable, quoi. Et à chaque fois il sort des aliments, on sait pas ce qu'il va faire, il te sort du beurre, il te sort tu sais, des petits persils, des trucs comme ça, tu te dis qu'est-ce qu'il va te préparer, le mec te prépare des trucs, mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. Au début c'est 30 minutes de ça, quoi, de 30-40 minutes de préparation d'un plat de Juliette Binoche qui prépare un plat. Non mais ouais, mais c'est incroyable, quoi. Le film il est magnifique, il y a une lumière mais vraiment magnifique, mais des plans, mais franchement j'ai failli casser ma tête, voilà, j'ai failli péter mon crâne, comme disaient des jeunes. Exactement, voilà. Et c'est un film qui parle de la bouffe, mais qui parle surtout du rapport d'un homme avec une femme à travers évidemment à travers la nourriture, parce que c'est évidemment deux personnes qui cuisinent ensemble depuis de nombreuses années et qui expriment entre guillemets leur passion et leur amour à travers cette passion commune qu'est la nourriture. En fait, on va suivre cette relation qui est hyper touchante et je vais pas spoiler, mais voilà, il va se passer des choses. Enfin, il se passe pas grand chose dans le film, c'est pas ça l'important, mais en gros, tout leur amour va passer par la nourriture. Et leur histoire, leur relation, elle est hyper touchante. Il arrive à avoir des images, entre guillemets, entre la bouffe, la sexualité, l'amour, mais d'une manière que j'ai rarement vue, parce que bon, les fruits par rapport à la sexualité, c'est déjà arrivé plein de fois, au cinéma. Je pense à Call Me By Your Name, par exemple, avec une certaine scène, avec une pêche, ou des trucs comme ça. Mais là, je l'avais jamais vu de cette façon-là. C'est un film émouvant sur de la nourriture, c'est quand même jamais vu. C'est un film qui va te faire pleurer parce que c'est un film succulent, voilà, je le dis, oui. et Benoît Magimel. Il n'y a pas un Pixar qui fait ça aussi? Oh, excuse-moi. Oui, c'est vrai que Ratatouille fait un peu ça, mais il le fait pas aussi bien. Il le fait pas aussi bien, je suis désolé, que La Passion de Dodin Bouffant. Parce que, il le fait bien, mais j'ai dans un contexte réaliste, j'ai jamais vu ça. Tu vois, pour le coup, là, tu vois les aliments d'une certaine manière. Tu vois, Ratatouille peut me donner faim, mais là où Ratatouille me donne faim, La Passion de Dodin Bouffant, ma femme. Je balance des petites phrases, voilà. Mais Benoît Magimel, franchement, j'ai peur, je vais le dire, hein. 3e César d'affilée. Ah oui, il y a moyen. Tu vois. Et Juliette Binoche aussi. Enfin, ils sont incroyables. Ils ont un jeu hyper théâtral. Voilà, on est en 1880 et quelques, tu vois.
Ils ont un jeu assez spécial, mais de toute façon tout se passe par leur regard. Voilà, ils ont une relation hyper touchante. J'ai même pas envie de parler du film, j'ai envie que les gens juste aillent le voir. Voilà, j'espère que je vous ai donné l'eau à la bouche, entre guillemets. Je suis insupportable. Et voilà, j'espère que, enfin, franchement, ne ratez pas ce film parce qu'il doit pas être dans 50 000 salles. C'est le film qui va représenter la France à l'international aux Oscars. Ouais. J'espère franchement qu'il va l'avoir parce qu'il le mériterait franchement. Et enfin, déjà qu'il soit nominé, ce serait bien. Mais voilà, je vous conseille vraiment de foncer voir ce film. Parce que ça peut peut-être rebooter, tu vois l'affiche, tu dis oh putain un film français d'époque et tout, mais non, franchement c'est un film comme vous verrez jamais ailleurs. Et voilà, foncez. Et j'espère que vous savourez ce film autant que je l'ai savouré moi. Je crois que j'ai fait assez de métaphores. Ouais, je pense. Voilà, ouais, c'est vrai que t'en as fait pas mal. Tu sais que je me suis donné faim juste en parlant du film. Là franchement j'ai hyper faim. Toutes les images du film qui remontent en tête, ça, ouais. t'as envie de manger. Et bah toi je te laisse parler de ce dont tu as parlé. Ouais, moi je reviens comme chaque semaine sur Goosebumps, donc Chair de poule, la série. L'épisode était sympa. Sur le coup, je disais la semaine dernière que je voyais pas trop ce qu'ils allaient faire après parce que ça faisait fin de saison et je trouve que ce qu'ils ont fait c'est pas mal. C'est un truc assez méta où il y a un des personnages qui fait un livre de tout ce qui s'est passé dans la série et en fait l'éditeur il appelle, il dit non mais la fin elle est pas ouf, faut la changer. Et voilà, donc en fait, il y a un perso qui va faire une grosse connerie et parce qu'il est con. Attends, ça me rappelle un show Disney, enfin un show Marvel, ça. Attends, si j'ai bien compris. Mais attends, il y a un truc méta de comme quoi la fin elle est pas assez bien et du coup tu dois recommencer. Ouais. Bah, c'est comme pas Captain Marvel, Miss She-Hulk. Ah oui, ouais, non mais c'est pas vraiment comme ça, mais oui, ouais, ok. Ok, ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça. Oui. Ouais, un petit peu. Ouais, mais non. Ok. Parce que c'est plus méta, c'est dans la... là, c'est carrément, elle va dans l'écran, elle va dans Disney+, c'est tout dans She-Hulk, mais là oui. C'est plus dans la diésèse. Ah oui, ok, c'est un personnage de l'intrigue dans le film voilà. qui dit ça. Ok. Oui, voilà, il vend le livre, et puis après, il dit, ouais, c'est génial et tout, vous pouvez être aussi connu Stephen King, mais par contre, il faudrait faire une autre fin. Parce que lui, il a écrit tout ce qui s'est passé, tu vois. Mais du coup, il y a de l'horreur ou pas? Enfin, il y a un truc horrifique du tout dans cet épisode ou pas du tout? Dans cet épisode, non. Il n'y a pas tellement d'horreur, mais ça va partir sur l'horreur. Ah si, à la toute fin de l'épisode. Et le truc qui lance le final, en fait. Le truc qui lance le final, ouais. Il y a de l'horreur à la toute fin. Après, ça reste de l'horreur enfantine, hein, quoi. Oui, enfin, comme dans les langues, ça a lancé depuis le début, quoi. Ouais, voilà, clairement, c'est toujours dans le même truc, voilà. Il y a toujours des petites histoires d'amour entre les ados. Voilà. C'est plutôt, c'est comme d'hab, quoi. C'est sympa à suivre. Moi, j'aime bien. Je me suis plutôt attaché au personnage. Et voilà, quoi. C'était sympa, je trouve, l'idée. Je trouve que la série a des idées plutôt chouettes. Après, voilà. De toute façon, tu nous feras un bilan la semaine prochaine. De toute façon, c'est à la fin. Ouais. Tu nous diras ce que t'as pensé au global de la série. Et je pense qu'on a fini pour les sorties de la semaine. On a passé pas mal de temps là sur les sorties de la semaine. Je crois que là, ouais, j'avoue. Ça va piquer. Je crois qu'on a fait plus d'1 heure. On va faire une petite chronique box-office. Ouais. Et donc on va commencer avec le premier film du box-office de cette semaine. C'est The Marvels, mais bon. Il fait un très mauvais démarrage. Il a fait 47 millions pour l'ouverture de 3 jours du week-end, l'opening week-end aux États-Unis. Et donc c'est le week-end d'ouverture le plus bas de l'histoire du MCU. C'est même en dessous de l'incroyable Hulk qui avait fait 55,4 millions. Et c'est aussi en dessous de The Flash qui avait fait 55 millions, qui était à peu près au même budget. Donc voilà, il a fait à l'international, il a fait 63,3 millions. Ça lui fait qu'il a fait un box-office mondial de 110,3 millions de dollars. Ouais, il a mieux marché à l'international pour l'instant qu'aux États-Unis. Je pense que c'est le flop annoncé de Marvels. Là, je sais pas s'il va baisser beaucoup, ou s'il va baisser autant que de Flash dans les prochaines semaines, mais je le vois pas se rembourser. Je pense que c'est mort. Il va flop malheureusement. Ouais, j'ai lu que Disney il voulait un démarrage à 140 millions minimum, mais ouais, non, ils y sont pas quoi. Donc ouais. Ils y sont pas, mais moi ce qui me fait peur c'est en dessous de The Flash, quoi, et plus faible lancement du MCU. Donc The Flash il avait fini à combien? Même pas 300 millions. Non, il a même pas fait les 300, il était entre 200 et 300, ouais.
Bah, après, si le film fait entre 200 et 300, ouais, bah, ça va être la même chose. Ouais. Ça va être compliqué, ça va être le plus gros échec du MCU, surtout que le film, il a pas coûté 100 millions. Donc, Ouais, c'est ça aussi. Donc, ouais, bah, ouais. Non, parce que par exemple, Shazam et Blue Beetle, ils ont commencé plus bas, mais ils étaient moins chers. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, The Flash, il a coûté presque 300 millions, lui. C'était la cata. Mais là, oui, s'il fait moitié moins qu'Ant-Man 3, ça peut poser un problème. Bah, là, ça va être le deuxième gros coup de 10 que Disney aura pris au niveau du MCU, hein. Ah bah, cette année, ouais, c'est compliqué, hein. Et c'est la première fois qu'on aura une année où 2 films sont dans le rouge, entre guillemets, pour Marvel, quoi. C'est assez fou. Oui, parce que l'année dernière, ils ont quand même bien marché, hein, les films MCU. Ah bah, ils ont marché de fou, hein. Wakanda Forever, Doctor Strange 2 et tout, ils ont bien marché de fou. Là, cette année, bon, il y a que Gardien. Donc là, c'est compliqué, quoi. C'est ça, mais même Loki, je suis pas sûr que ça marche de ouf, hein, ouais. Bah, Secret Invasion, en tout cas, ça a pas marché de fou. Ouais, ça et Loki saison 2, je sais pas. Je pense que c'est peut-être moins un flop que genre Secret Invasion ou tout comme ça. Oui, donc, quand même. Après, à voir pour le coup. Par contre, un qui fait un énorme carton, c'est le deuxième film du box-office, c'est Five Nights at Freddy's, qui a rapporté ce week-end 9 millions de dollars. Donc là, il vient de faire donc 127,21 millions de dollars pour le box-office américain. Et il vient de dépasser la barre des 250 millions de dollars au niveau mondial. Ouais, bah, pour le coup, il va dépasser, il a 10 millions, je crois, de la Nun 2, un truc comme ça. Donc, il va le dépasser la semaine prochaine, très clairement, je pense. Donc, voilà, hein, ça va être le film d'horreur le plus rentable de l'année, parce que je crois pas qu'il y ait d'autres films d'horreur qui vont venir le dépasser d'ici là. Bah, voilà, il y a encore une adaptation de jeu vidéo qui marche. Voilà, on en avait parlé la semaine dernière, c'est un truc de fou, parce que c'est un film de merde, voilà. Ouais. C'est compliqué. Ensuite, on a notre allié depuis pas mal de semaines qui ne veut pas partir, Taylor Swift de Eras Tour Concert, qui gagne encore 5,9 millions de dollars ce week-end, et donc ça s'élève à 172,55 millions de dollars au total. Donc c'est encore un carton magistral. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Son film. Donc bravo à Taylor Swift. Oui, c'est même pas vraiment un film, mais bon. Bah, c'est un film concert. Voilà, je sais pas si ça existe. Ouais. En quatrième, on a Priscilla, donc le film de Sofia Coppola produit par A24, qui a rapporté 4,79 millions de dollars ce week-end. Et donc, il est maintenant à un box-office de 12,73 millions de dollars pour un budget de 20 millions. C'est ça, le film est sorti qu'aux États-Unis, il me semble, pour l'instant. Nous, il sort dans pas trop longtemps. Je crois qu'il sort au début de l'année prochaine, peut-être. Il me semble, je sais plus, mais en tout cas, il sort dans un moment. Le film, je pense qu'il va se rembourser, mais tranquillement. De toute façon, c'est une petite production, voilà, c'est un petit truc de festival. Moi, j'ai hâte de le voir, j'ai bien envie, parce que j'ai pas vu beaucoup de films de Sofia Coppola, mais... Ouais, j'ai rien vu, moi, de Sofia J'aime Coppola. beaucoup son premier film, Lequel ? 13 Suicides. Et ensuite, on retrouve Killers of the Flower Moon de Paramount et Apple, enfin distribué par Paramount et qui est produit par Apple, qui a rapporté 4,65 millions de dollars aux États-Unis, et du coup il dépasse à peu près les 137 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 200 millions, et qui devrait finir sur les plateformes dans un mois, il me semble, parce que c'est le mois de décembre qui finit dans les plateformes, et il aura fait sa petite run. Ouais, il était annoncé en tout cas au mois de décembre sur les plateformes, donc voilà. Ok. En vrai, je pense qu'ils sont contents quand même s'ils rajoutent 137 millions de dollars, si c'était censé être un film de plateforme à la base. Là, ils vont le sortir hyper rapidement sur les plateformes après. Je pense que 137 millions, il va sûrement finir vers 150 millions de dollars le film. Pour un film de 3h26 sur un sujet comme ça, oui, c'est assez fou. Voilà, quoi. Après, il va sûrement se faire nominer aux Oscars, tout ça, voilà. Tu sais, même Priscilla, j'étais en train de me dire, ça fait très film aux Oscars aussi. Hein. Oui, il y a de grandes chances. Même le fait qu'on l'ait en janvier, ça me rappelle les films qui reçoivent aux Oscars, qu'on n'a pas en même temps que les Américains. Oui, ils font souvent ça en France, ils pré-shotent le fait qu'ils vont être nominés et tout, et donc après ils peuvent mettre sur le poster 3 Golden Globe nominations, tu sais, les trucs comme ça, là. Ouais. Bref, c'est un peu ce genre de truc. Bon, voilà, c'est fini le box-office pour cette semaine, et on va finir par les sorties de la semaine. Alors, la sortie de la semaine majeure,
la semaine prochaine, c'est la sortie du préquel Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est de Francis Lawrence, donc celui qui a fait les 3 derniers Hunger Games que je suis en train de me retaper et qui sont pas si bien que ça, j'en reparlerai. Et il a pas fait le premier, ouais, il a pas fait le premier, c'est ça. Et bah écoute, il y a des bons retours sur le film, globalement, ce qui m'étonne un peu. Donc on verra ça. Moi je le vois en avant-première, du coup, le soir que cet épisode sort, et donc je verrai bien si le film est pas mal ou pas, et on vous en parlera. T'avais vu les Hunger Games, toi, les autres? Ah oui, j'ai vu les 4 au cinéma. Ah, je suis désolé pour toi. Moi les 2 premiers j'avais pas détesté, j'avais même plutôt apprécié. Par contre c'est les 2 derniers que j'avais vraiment pas aimé, pas du tout. Mais les 2 premiers, moi à l'époque j'avais plutôt aimé, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc, peut-être avec un regard neuf, je trouvais ça pas terrible. Mais voilà, je suis comme curieux du préquel. Yes, et ensuite on a une série que beaucoup de gens attendent, que tu attends peut-être aussi, Sta. Ouais, on a la série Monarch Legacy of Monsters. Donc c'est une série qui se passe dans le Monsterverse, donc dans l'univers des films Godzilla et King Kong américains. Les films américains, donc Godzilla versus Kong et Skull Island et c'est ça. Godzilla King of the Monsters, tout ça quoi. Donc c'est une série Apple. C'est avec Kurt Russell et son fils Wyatt Russell, il me semble. Ça, ouais. Qui joue le même personnage, sauf que je crois qu'il y en a un qui le joue plus vieux et un moment plus jeune, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'il y aura, même on le sait, il y aura des liens avec Skull Island, peut-être que voilà, ce sera peut-être comme ça. Ouais, moi la série me plutôt bien en finale, parce que moi j'en ai rien à foutre de Godzilla, j'en ai rien à foutre de ce truc-là, voilà, je le dis. Mais la série, je sais pas, là il y a un petit vibe qui se dessine, et en plus c'est Apple TV qui le fait, ils sont connus quand même pour faire de la qualité, donc je sais pas, je suis intrigué, et puis il y a l'homme le plus badass du monde, Kurt Russell, donc ça, quoi. J'avoue. Ouais, je serais curieux et plutôt hypé moi aussi. Ensuite, on a une nouvelle adaptation de Scott Pilgrim qui débarque sur Netflix le 17 novembre, qui s'appelle Scott Pilgrim Takes Off, et cette fois cette adaptation elle est en animé, parce qu'on a une adaptation au cinéma en 2009-2010, il me semble, par Edgar Wright, qui avait fait parler, et du coup là on retrouve d'ailleurs la série est doublée par tous les acteurs du film d'Edgar Wright, donc Michael Cera qui revient, Mary-Elizabeth Winstead aussi qui revient, enfin tous les acteurs reviennent pour la série d'animation qui a l'air vachement cool, vachement fun, qui est en mode comme le cartoon en fait, c'est une bande dessinée il me semble. Oui, c'est un comics. C'est un comics, pardon, voilà. Bon, c'est une bande dessinée, mais voilà. Oui, un comics. Et voilà, moi, ça me donne envie, ouais. Ça me donne envie. Ouais, moi aussi, le ouf. Le fait qu'ils reprennent carrément le style des BD, ça va être cool. Puis le film, il saute des trucs, il saute des petits machins. C'est ça, bah oui. Il fait ses propres choix, parce que bon, c'est un film, donc tu peux pas tout faire en 2 heures. Et donc là, on va avoir une adaptation vraiment fidèle, je pense. Ouais, en plus, un univers assez coloré, assez fou. Ça a l'air... Ouais. De toute façon, pour ceux qui savent pas, c'est un mec qui sort avec une fille et qui doit battre tous ses ex pour pouvoir réussir à sortir avec. Donc c'est une histoire assez loufoque, tu vois, mais et en fait ça part dans des délires de combat complètement fous, alors que techniquement dans un univers dans un truc réaliste de base, quoi, mais ça part dans des délires et c'est vachement sympa pour le coup. Ouais, j'avais adoré le film à l'époque, et en plus là le fait qu'ils reprennent les acteurs et tout, je trouve ça génial, donc j'ai hâte de voir ça. Bah voilà. Voilà, c'est fini cet épisode assez cool, assez dense encore une fois. Et c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de mettre les 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties. Et voilà, non? Peut-être quelque chose à dire, Ista? Prenez soin de vous et du rock'n'roll. Putain. Tu aimes le rock, on le sait, Ista, voilà, on le sait. Non, mais c'est une vieille ref à jeuxvideo.com de l'époque, mais bon, c'était il y a 20 ans. Enfin bref. Oh merde. Excuse-moi, je n'ai pas la ref. Je ne suis pas, je suis trop jeune malheureusement. Non, bref. Écoutez, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut. À plus, salut.